Bonjour Bruno, Bonjour Jean-Marie. bienvenue dans les locaux de la radio HDR. Merci pour l'accueil. Ouais, t'as eu ton petit café et tout, ça va? Très bien accueilli comme c'était prévu. T'es OP? Ouais. Je te reçois dans le cadre du podcast IAM qu'on a créé pour pouvoir présenter des parcours motivants, des gens qui ont fait des choses de leur vie qui peuvent donner des idées à d'autres. Dans ce cadre-là, c'est pour ça que j'ai voulu te recevoir. Donc, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Quelques mots. Alors je sais pas dans quel cas tu m'as fait venir quand tu dis un parcours motivant. Il y a d'un côté la musique, même si au fur et à mesure il a fallu que je fasse un choix entre la musique et le basket. Mais c'est vrai que, si je présente en quelques mots, j'habite Saint-Étienne-du-Rouvray, j'ai toujours habité en Normandie et j'ai passé la plupart de mon temps avec un ballon de basket, puisque j'ai été entraîneur, j'ai joué, même si ça n'a pas été un très grand niveau, mais voilà quoi. Donc Bruno Surès, 54 ans, je viens de les prendre et voilà, essentiellement. Ok. Donc, tu es né où? À Rouen, À Rouen. un pur Rouennais, un Un pur pur Normand Rouennais. de souche. Ok. Et t'as des frères et sœurs? Ouais, j'ai un frère qui a un an de plus que moi, qui est maintenant dans le sud, et j'ai une sœur, pareil, qui habite sur Tours, qui elle est plus âgée, qui a 7 ans de plus que moi, donc je suis le petit dernier de la famille. Et mon papa et ma maman sont décédés, étaient tous les deux originaires du Portugal. Ma mère née au Portugal, Mhm. mon père né en France, mais bon, je parle pas portugais malheureusement, c'est une honte à moi, mais voilà, d'origine portugaise en fait. D'accord. Donc, t'es né à Rouen, mais t'as grandi où? Saint-Étienne-du-Rouvray. J'habitais au début près de la gare de Saint-Étienne-du-Rouvray et à l'âge de 11 ans, j'ai déménagé. Mhm. Je me rappelle de l'âge parce que, même si j'ai pas forcément de mémoire pour ça, mais c'est quand j'arrivais au collège Pelé-Loire, justement. Sinon, j'aurais dû être à Picasso. Et donc, ouais, 11 ans à déménager, mais toujours Saint-Étienne-du-Rouvray. D'accord. Et c'était comment la vie à Saint-Étienne dans les années 70? Ouais, c'était sympa, hein, dans les années 70. Ouais. Bah, Je suis né en 71, donc voilà. dans les années 80, tu veux Voilà. dire. Ouais, c'était sympa. D'ailleurs, ouais, le premier endroit où j'habitais, tout près de la gare, on vivait dangereusement parce qu'on jouait au foot très souvent et le ballon, on partait des fois sur les rails, on allait chercher les rails Ah ouais. et les ballons. Et Et sur du les coup, rails. ça m'est déjà arrivé d'avoir des trains qui passent comme ça à côté. Et donc, ouais, c'était sympa, mais c'était essentiellement football, ouais. Ah ouais. Bah oui, puis les Portugais, on les connaît avec le foot et tout. Ah bah oui, ça C'est c'est vrai. c'est connu, c'est connu. Moins pour le basket, mais beaucoup plus pour le foot. Ouais, d'ailleurs, j'ai joué au club de Saint-Étienne qui s'appelait l'USMS. Ouais. Et après, un peu plus tard aussi, quand j'étais au lycée, j'ai joué aussi au CMSO à Ouessel parce que j'avais des potes au lycée qui étaient de Ouessel. Donc j'ai joué un petit peu au foot aussi avant. Ok. Et donc, tu parles du lycée et la scolarité, comment ça va se passer là-bas? Collège, pas un bon élève, bizarrement. J'ai redoublé ma sixième et ma troisième, donc redoublé 2 fois. La troisième, c'est plus parce que je savais pas trop comment m'orienter. À l'époque, je commençais déjà à être un peu dans la musique et je voulais à tout prix faire l'électronique en me disant ça pourrait me servir justement pour bricoler, table de mixage, les choses comme ça. Mhm. Donc on m'a dit bah non, t'es pas assez bon en maths, donc il va falloir que tu redoubles. Et donc j'ai redoublé ma troisième pour pouvoir partir justement après en électronique. Et en fait, pendant cette année-là, c'est là où j'ai découvert le basket. Et du coup, j'ai dit, bah, entre basket, musique, j'aime bien les deux, mais peut-être que c'est quand même mieux de faire une filière normale et essayer d'arriver vite en fac de sport pour pouvoir vivre du sport. Donc voilà, donc c'était un élève moyen. Après, j'ai enchaîné du coup seconde, première, terminale parce que j'avais cet objectif en tête de me dire, il faut que j'aille vite en STAPS. Mhm. Donc voilà, en gros. Donc t'as trouvé un peu ta voie et tu t'es remotivé. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est vrai que des fois, quand je discute avec les jeunes et que tu vois qui savent pas ce qui les attend ou ils n'ont pas forcément d'objectifs précis, moi, je vois très bien qu'à cet âge-là, 15-16 ans, dès que je me suis dit, oh, putain, mais je veux faire fac de sport, c'est trop ce que j'ai envie de faire, et bah, ça m'a boosté. Et les 3 années de lycée, entre guillemets, ça a été facile. Ouais. Donc, ouais, non, c'est vrai que c'est important d'avoir cet objectif si on peut l'avoir assez tôt. Ouais. Ah, c'est bien, c'est bien. C'est vrai qu'à cet âge-là, comme tu dis, on ne sait pas trop vers quoi on se dirige. Et puis on fait des études, mais sans avoir un but précis. Mais quand on trouve vraiment sa voie, c'est... Ouais, c'est ça. Ça change toute la motivation et le travail qui va avec. Donc tu disais que tu devais choisir un peu entre la musique et le basket. Comment la musique est rentrée dans ta vie, on va dire? Ça, je me suis jamais posé la question et j'ai pas des parents qui écoutaient beaucoup de musique. Mes frères et sœurs, c'est pareil, donc je sais pas comment je suis rentré dans la musique.
franchement, je vais pas pouvoir répondre à cette question. Mais en tout cas, j'en écoute depuis bien, bien longtemps. Là, je vois, c'est marrant, des anciens appareils dans le studio HDR. Et je me rappelle d'écouter Radio Nova, qui était sur Paris, qui passait une fois comme ça, avec une chaîne hi-fi où j'enregistrais sur des cassettes. Ouais. Et voilà, donc je sais pas comment je suis rentré dans la musique, mais très, très, très tôt, j'ai écouté beaucoup, beaucoup de sons. Ouais. Ok. Parce que je me souviens, on a joué ensemble. Et je me souviens que tu avais une passion pour tout le son, enfin la musique, tout ce qui était raga, tout ça. Tu avais des platines et tout ça. Ça, j'ai toujours les platines, j'ai toujours les disques, j'ai toujours tout ça. Ouais, j'ai vraiment été passionné par ça. Et je le suis toujours, parce que je peux pas vivre sans musique. Tous les matins, je me lève, je mets un son. Ouais. C'est le premier truc que je fais. Donc, j'étais même plus que ça, parce que j'ai fait partie d'un groupe, on y reviendra peut-être un peu plus tard, mais quand tu parles de passion et tout ça, j'allais même à Londres pour aller acheter des disques à Dub Vendor, un disquaire et tout ça, on tapait des missions avec Captain Carias pour aller chercher des disques et pour avoir des sons que les gens n'avaient pas ici. Donc, ouais, ça a été une vraie passion de baigner là-dedans. Ok. Donc, quand tu allais à Londres et tout pour chercher des disques, t'avais quel âge à peu près? 16 ans, 17 ans. Ouais. Donc, les premières années, ouais, c'était ça, 16 ans, 17 ans. D'accord, donc c'était à peu près aussi dans les mêmes périodes où tu t'es remotivé, on va dire, par rapport à tes études aussi. Ouais, c'est ça, c'est vrai que il y a vraiment, on y reviendra sûrement un peu plus tard, mais c'était de se dire, j'ai envie de faire un métier qui ne soit pas un métier en fait, ou que ça soit vraiment une passion, de ne pas avoir l'impression d'aller au boulot tous les jours. Et du coup, je pense que les deux filières, entre guillemets, qui correspondent à ça, c'est la musique et le sport. Donc, vu que j'adorais la musique et puis que j'aimais bien le basket, je me dis, bah, autant essayer de percer dans les deux, mais je me dis, c'est pas évident de percer parce qu'il y a peu de place. Et du coup, je pense que je me dis, plus longtemps je garderai ces deux passions-là, plus ce sera facile de faire le choix à un certain moment. Et voilà, donc c'est pour ça que, en effet, ça m'a boosté de me dire, bon voilà, maintenant, fac de sport, c'est ma priorité. Et puis de l'autre côté, la musique, bah, j'adore tellement que tu te dis, sur un malentendu, si je peux arriver à en vivre, bah, ça peut être sympa aussi. Ouais. Tu disais aussi que tu as fait des petites piges à la radio. C'était quoi? RC2? RC2, c'était beaucoup plus tard, mais très jeune. Ah Je oui. sais plus quel âge j'avais. C'était Radio Vallée de Seine, RVS, qui n'existe plus du tout. Donc là, j'avais vu une annonce une fois, ils cherchaient comme ça. Et là, à l'époque, je devais peut-être avoir 18-19 ans. Donc oui, j'avais fait quelques petites émissions comme ça. Mais là, ça n'avait pas duré très longtemps. C'était vraiment pour remplacer un animateur qui n'était pas là. Et en plus, il fallait parler et tout ça, ce que j'aimais pas forcément. J'ai plutôt été disque jockey, DJ, et plutôt être derrière la platine ou selecta quand on est dans le raga. Et donc après, beaucoup plus tard, avec Captain Carias, on avait animé une émission sur RC2. Et là, par contre, c'était toutes les semaines. Et ce qui me branchait bien, c'est que j'avais besoin de gérer que les platines. Et c'était Captain Carias qui, lui, animait l'émission. Ouais. Au micro. C'est bien ça. En plus, RVS, ça va parler un peu aux gens de notre génération parce que Ouais. il n'y avait pas beaucoup de radios qui étaient bien, on va dire. Parce que tout à l'heure, tu parlais de Radio Nova, mais c'était une radio parisienne, il fallait réussir à la capter. C'est ça. Que RVS, c'était vraiment ici, c'est Radio Vallée de Seine, il me semble. C'est ça. Ouais, c'est marrant en plus que tu dis ça, parce que c'est vrai que c'était pas simple à capter. Il y a des fois, on arrivait à l'avoir, des fois on n'arrivait pas. Je me rappelle, je me battais avec mon antenne, un bout de fil, avec une fourchette que je mettais pour arriver à avoir cette émission où tu avais les premiers rappeurs. À l'époque, qui n'étaient pas connus, même des Tontons David, des mecs comme ça. Et il y avait sur ces radios-là que tu pouvais les entendre, quoi. Donc, ouais, c'était pas simple d'écouter du son. Et puis c'est vrai que c'est vraiment une autre génération parce que comme tu disais tout à l'heure aussi, il fallait enregistrer avec des cassettes. Là, il n'y avait rien de numérique et tout ça, c'était que de l'analogique et tout et c'était quelque chose quoi. Il fallait pas louper le moment. Exactement. Ah ouais. Ok. Donc on va sauter de sujet, on va partir sur le sport. Le sport, comment il est rentré dans ta vie ? J'en ai toujours fait ça par contre. Je parlais tout à l'heure de foot, donc j'ai joué au foot. J'ai fait un peu de gymnastique aussi, parce qu'à Saint-Etienne c'était un grand club. J'ai fait du water polo en étant dramatique, pas un très bon nageur. Ça n'a pas duré longtemps à chaque fois ces choses-là. J'ai même fait du judo. Mon frère était en revanche assez bon au judo. Il a été jusqu'à la ceinture noire et du coup je me suis dit je vais aller essayer aussi. Bon, il m'a découragé parce qu'il me défonçait à chaque fois. Donc en tentant des nouvelles prises sur moi, donc ça m'a traumatisé. Au bout de 6 mois, j'ai arrêté.
arrêté. Donc j'ai testé quand même pas mal de sports sans jamais accrocher sur aucun des tests. Et puis c'est vraiment le basket en troisième où j'avais un très bon joueur qui était dans ma classe et qui m'a dit vas-y, viens tester à Sotteville, là c'est juste à côté de la maison. Donc viens, et j'ai testé à Sotteville et j'ai bien aimé le basket. Donc c'est vraiment tardivement à 16 ans que j'ai accroché et parti à fond là-dedans en me disant mais en fait c'est sympa aussi. Donc voilà, le sport c'est très tôt, mais la vraie passion pour le sport c'est 16 ans à peu près en arrivant au club de Sotteville. Ok, donc là, à fond dans le basket, les entraînements, tu t'entraînais tout seul, tu faisais comment pour progresser? Alors à fond, oui et non, parce que je me rappelle aussi rater des entraînements pour justement des fois faire des répétitions avec le groupe, parce que je faisais partie du groupe ENS qui s'appelle Écoute notre savoir, Ok. où c'était plutôt des gars qui faisaient du toast, il y avait Morphy et donc Captain Coria, c'était les deux qui faisaient du raga, et donc on avait besoin de répéter. Et avec les cours et tout ça, c'était quand même plus souvent sur les mercredis après-midi. Donc ça me faisait sécher quelques entraînements. Donc j'aimais bien, mais bizarrement, je ratais quand même pendant au moins 1 an ou 2. Ça a été ça, tu vois, j'ai raté un petit peu. Puis après, je passais comme tu dis. Alors c'est marrant quand tu dis c'était où, parce qu'en effet, je jouais beaucoup sur les playgrounds aussi. Donc je séchais des entraînements, mais je les rattrapais, entre guillemets, quand on n'était pas en répétition sur le playground à côté de chez moi, à jouer jusqu'à pas d'heure. Et du coup, après, là, j'ai plus trop manqué d'entraînement. Je suis parti à l'SPTT Rouen. Donc ça, c'était 3 ans après. Et ouais, là, je suis devenu complètement accro, quoi. Ouais, donc là, tu ne loupais plus d'entraînement, plus rien. Ouais, non, j'en ratais plus. Et ouais, j'arrivais avant, l'entraînement se terminait. J'avais la chance à l'SPTT de jouer avec des anciens et qui aimait bien boire un petit coup après l'entraînement. Et du coup, sans les balancer. Le fameux clubhouse. Hein. Voilà, c'est ça, t'as connu. Ouais. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de boire un coup, moi, je restais dans la salle et je bossais, je shootais, enfin voilà, jusqu'à pas d'heure. Donc, oui, après, pour le coup, je suis devenu vraiment très accro. Et puis, le président m'a fait confiance aussi très tôt. J'ai joué avec certains joueurs, Seb, Damien, qui étaient mes potes et qui avaient mon âge, et enfin 1 an décalage. Et quand je suis passé senior première année, il m'a demandé de les coacher. Donc après, j'avais la clé du gymnase. Donc dès qu'il n'y avait pas des entraînements, on pouvait aller tranquillement shooter et jouer. On passait des heures et des heures avec cette fameuse clé. Okay. Donc ouais, non, complètement tombé dedans à partir de 19 ans à peu près, 19 ans, 20 ans. Ah ouais, donc là, c'est là un peu que ta passion aussi pour Là, c'est quoi, la transmission du savoir? C'est quoi, c'est progresser ensemble? C'est quoi à cet âge-là? Ouais, transmission du savoir, je sais pas, parce que ouais, je l'ai pas dit, mais là je dis quand je suis passé senior première année, mais même quand j'étais jeune joueur, donc j'étais à l'époque, ça n'existait pas, mais des juniors, donc c'est l'équivalent du 20. Jean-Claude Arlin, qui était le président à l'époque, m'avait confié l'équipe 4, donc qui jouait le dimanche matin, et qui était composée de jeunes, mais aussi de seniors. Donc j'avais 19 ans. J'avais 3 ans de basket et je coachais déjà des adultes de 30, 40 ans. Donc je pense que ça a commencé là déjà à peu près vers 18 ans. Mais je sais pas, j'ai toujours aimé transmettre et puis être en équipe. Et au départ, c'était pas autant, mais ouais, la passion, elle est venue là aussi. Ouais. Et en fait, c'est quoi? C'est Jean-Claude qui est venu vers toi pour te demander de faire ça? Ou c'est toi qui as été le voir en lui disant « j'aimerais bien coacher ou avoir une équipe » ? Franchement, j'ai pas le souvenir, mais je pense que ça se sent maintenant par expérience pour voir comment ça fonctionne dans les clubs. Tu sens les jeunes qui ont envie d'être investis et qui traînent un peu plus à la salle et puis qui de temps en temps parlent aux jeunes. Et voilà, donc je pense que ça s'est fait naturellement. Et en tout cas, oui, c'est lui qui m'a proposé, c'est sûr, parce que en plus, les clubs ont vraiment besoin beaucoup d'encadrants. C'est compliqué à trouver des bénévoles tout le temps, même encore à notre époque. Donc oui, c'est lui qui est venu me voir, mais c'est aussi parce que j'avais les signes, entre guillemets, de quelqu'un qui était passionné par ça, quoi. C'est pas mal, ça, c'est des choses qu'on découvre. Ouais, et après, il y a un truc, je sais pas si je devrais le dire, mais ce qui m'a motivé, bizarrement, c'est, et ça, je m'en rappellerai toujours, je sais pas pourquoi, il y avait 2 choses. C'était je détestais les jeans et tout ça. J'ai toujours aimé basket, le look un petit peu comme ça, survêtement, short et tout ça. Et je m'étais dit, si je suis entraîneur de basket, je pourrais faire ce que je veux, on m'imposera pas d'avoir une cravate, un costard et tout ça. Donc c'est tout con, mais ça a été une de mes motivations de me dire au moins je pourrais m'habiller comme j'ai envie, personne m'ennuiera par rapport à ça. Donc ça, c'était une première motivation. Et la deuxième, c'est de me dire aussi mon emploi du temps, entre guillemets, je pourrais le faire travailler dans une usine ou travailler dans pas mal d'endroits. Tu dois arriver à 8h, il faut que tu sois à 8h du matin. Et là, je me dis coach, je commençais à l'époque à intervenir un peu sur les sélections. C'est Antoine Pisan qui m'a mis dedans, qui a vu que j'étais passionné, qui me disait tiens,
viens, on a un stage, et viens, et du coup, j'encadrais un peu les jeunes avec lui, enfin, je regardais comment ça se passait, parce qu'à l'époque, je démarrais, et il me dit, mais attends, mais Antoine Pisan, le matin, en fait, il fait rien, parce que l'entraînement du pôle espoir, par exemple, c'est que dans l'après-midi, je me rendais pas compte, et ça a été une de mes motivations de me dire, d'avoir du temps libre et d'avoir une flexibilité un petit peu dans la planification de ton boulot. Ça a été 2 motivations qui m'ont dit, mais c'est exactement le métier que je veux faire, en fait. Ouais, c'est bien, tu as été très observateur pour un peu détecter tous ces avantages que tu pouvais trouver dans dans ce coaching. En plus, il y a la passion du basket. Ouais, je sais pas si c'est observateur, mais en tout cas, je pense pas que il y a beaucoup d'entraîneurs qui te diront la même chose, mais ça a été deux choses qui m'ont complètement boosté au départ. Après, il y a eu d'autres éléments qui ont fait que j'ai eu vraiment envie de réussir là-dedans, mais au départ, c'était les 2 critères qui m'ont dit, mais en fait, c'est le métier de rêve, entraîneur de basket. Ok. Et donc, à côté de ça, les études. Les études, j'ai continué en STAPS, donc j'ai enfin réussi à rentrer. Alors, la première année, j'ai été refusé parce qu'à l'époque, c'était sur dossier. C'était pas Parcoursup, mais c'était vraiment dossier. Et STAPS Rouen, c'était tout nouveau, donc il n'y avait que 30 places. Donc la première année, j'ai été refusé et j'ai fait une année de fac d'anglais. Donc, parce que j'aimais bien les langues aussi, j'aimais bien l'anglais. Donc c'était en attendant d'être pris. Et la deuxième année, j'ai repassé les tests et cette fois-ci, j'ai été pris. Et donc j'ai enchaîné un cursus STAPS jusqu'au master, où j'ai double licence, j'ai entraînement, évaluation de la performance, qui est une première licence, et une deuxième licence qui est management du sport, qui m'a servi un petit peu dans l'organisation des typicans et tout ça. Et après, il fallait vraiment faire un choix, donc en master, j'ai approfondi le master entraînement, évaluation de la performance. Mais j'ai pris mon temps en STAPS. Entre-temps, j'ai fait le service militaire, qui était à l'époque service civique, avec débarquement jeune, qui est connu un petit peu sur la région, Stéphane Metterfi et tout ça. Donc c'est une année de break, mais j'étais quand même encore étudiant, donc j'allais à quelques cours et en même temps, j'allais à débarquement jeune. J'ai pris mon temps, 6 ans en STAPS, puis en plus je jouais dans l'équipe universitaire avec ton cousin d'ailleurs, Oui. avec Christophe aussi, donc c'était des moments sympas, donc je me dis on est bien là, donc autant prendre son temps. Et donc avec Débarquement Jeune, tu organisais des événements? Ouais, le plus gros des événements, bizarrement, c'est la musique était toujours présente, donc j'étais plus DJ, on faisait beaucoup de soirées, il y a eu au Palais des Congrès à Wassel, il y a eu des soirées un peu organisées, Stéphane vraiment était actif là-dessus. J'organisais de A à Z un petit peu ça, on avait fait venir Daddy Yod à l'époque, des gars comme ça, donc c'était sympa aussi de voir des gens qui étaient vraiment d'un très très bon niveau, MC Solar qui était parrain de l'association aussi, donc mon boulot essentiellement c'était ça, et plus musique que sport à l'époque. Et en plus, tu parles de Daddy Yod, de MC Solar, c'est vrai que quand tu reviens à l'époque, c'était des gens qui étaient numéro 1 en termes de vente, en termes d'audimat et tout ça, quoi. Ouais, c'est ça. Donc les voir dans les loges avant, parce qu'on avait ce privilège-là justement en étant organisateur avec des barques. Donc voir un petit peu comment ils se préparaient avant de monter sur scène et tout ça. Enfin, ça a été des expériences qui m'ont servi par la suite, quoi. Ok. Donc là, tu finis ton service civique et ensuite, ça se passe comment au niveau entraîneur, le métier d'entraîneur? Après, ça a été lié justement, STAPS, je me suis dit, pour être embauché, pour vraiment faire ton métier, il faut avoir les diplômes. Tu peux pas, même si tu as des compétences, et je vais être dur là-dessus, il y a des entraîneurs qui ont les diplômes et qui, je trouve, sont pas super compétents. Et à l'inverse, il y a des gens qui n'ont pas forcément les diplômes et qui ont les compétences. Mais malheureusement, à un moment ou à un autre, pour valider un contrat, un de mes premiers contrats, c'était la Ligue de Haute-Normandie qui m'a embauché. Et pour valider le contrat, faut forcément que tu aies ces diplômes-là. Donc ça a été ce qui m'a motivé, entre guillemets, à avancer en STAPS, c'est avoir ces diplômes-là. Mais il y avait les 2 diplômes. Il y avait ceux que j'ai obtenus en STAPS, en fac. Et puis après, il y avait les diplômes fédéraux qui étaient organisés par la fédération. Donc je les ai fait en parallèle, les 2. C'était un peu lié, un peu les choses qu'on apprenait. Donc ouais, beaucoup de travail pour obtenir les diplômes, tout en entraînant à côté. C'est ça qui est bien aussi. Et de toute façon, je pense pour devenir entraîneur, il faut passer des heures et des heures à entraîner. Tu ne deviens pas entraîneur comme ça, juste en passant le diplôme et en disant tiens, vas-y, je suis entraîneur, j'ai le diplôme. Je pense qu'a fait la réussite, entre guillemets, même si ce n'est pas du très très haut niveau, c'est le fait d'avoir toujours baigné dedans. Là, je t'ai dit, 17 ans, j'ai entraîné les seniors. Après, je suis passé senior moi-même première année, j'ai entraîné les gars avec qui je jouais l'année d'avant. Et voilà, après, j'ai une amie qui avait bougé de région, qui m'avait donné un petit contrat. Je l'avais remplacé à Bon Secours, un club qui n'existe même plus. Donc, j'ai entraîné à Bon Secours. Après, je suis parti entraîner à Val de Reuil. Donc, dès qu'il y avait des petits contrats, c'était pas des 1000 et des 100, mais j'ai très tôt entraîné et eu des petits contrats en parallèle. Ouais, en plus, tu fais ton expérience. Et en plus, tu vois différents profils à chaque fois. Donc, au niveau du management et tout ça, ça te fait travailler un peu tout ça.
Ouais, tu as complètement raison. C'était vraiment des profils différents parce que là, je parlais de bons secours. J'avais des gens qui étaient à moitié débutants. J'avais des jeunes, j'avais des seniors. À côté de ça, quand je suis à la Val de Reuil, j'ai entraîné déjà quelques gamins qui étaient au Pôle Espoir, donc qui s'entraînaient tous les jours. Donc, qu'il fallait que moi j'entraîne que le vendredi quand il rentrait du Pôle Espoir et que je coachais le dimanche. Donc, comme tu dis, ça multiplie les expériences et ça, c'est très riche de pouvoir avoir des publics différents. Tu t'aperçois que faut pas leur parler de la même façon, puis pas forcément leur dire les mêmes choses parce qu'ils attendent pas forcément la même chose de toi pour avancer. Ils sont pas au même niveau au départ. Donc ouais, non, c'est très enrichissant d'avoir des expériences comme ça avec des gens de niveaux différents. Et puis en plus, en même temps, tu continues à jouer, toi. Ouais, j'ai jamais arrêté. Il y a des fois, je croise des gens qui me disent « Ah, tu rejoues alors ?» Mais non, il est en trop le mot « rejouer ». J'ai jamais arrêté. Il y a eu l'année Covid où forcément, parce qu'on était sur des niveaux amateurs, et encore, même Covid, on a joué comme ça de temps en temps, des petites salles ouvertes à droite à gauche. Mais globalement, aucune saison ratée. Par chance, j'ai été épargné par les grosses blessures. Donc au pire, je ratais un match, 2 matchs dans la saison, mais non, j'ai jamais arrêté. Alors par contre, j'ai fait un paquet de clubs. Pas parce que je suis un mercenaire, mais parce que la priorité, c'était quand même le métier d'entraîneur. Et donc, à un certain moment, je pouvais continuer à coacher le samedi et jouer le dimanche après-midi. Dès que le championnat auquel je jouais, ils ont mis les matchs le samedi soir. Il a fallu que je parte sur d'autres niveaux. Enfin, donc, souvent, les mutations d'un club vers l'autre, c'est mon métier d'entraîneur qui m'a dicté un petit peu mes choix. Il y a des moments, je suis retourné jouer en départemental à Val de Reuil. J'ai joué en départemental aussi à Mont-Saint-Aignan parce que je coachais le dimanche après-midi et le samedi soir. Donc, il me restait que le dimanche matin pour jouer. Donc, il y a eu quelques saisons comme ça. Mais oui, j'ai jamais arrêté de jouer. Et puis en plus, quand tu signes un contrat en tant qu'entraîneur, c'est pour 1 an. Alors ouais, très souvent à Gravenchon, j'ai été en CDD plusieurs années comme ça, et c'est normalement pas légal. Donc après, ils m'ont basculé en CDI à Gravenchon, et récemment, il a fallu casser le CDI avant que j'arrête, parce que il y a une règle qui dit que quand tu coaches des joueurs professionnels, tu peux pas être en CDI. Donc à Gravenchon, j'avais les 2 étrangers qui étaient sous contrat, qui étaient des joueurs pros. Donc vu que j'avais à les gérer entre guillemets, du coup il a fallu recasser le CDI. Donc, mais sinon souvent c'était des contrats d'1 an. Ouais. Donc là tu parles de Gravenchon. Avant ça, comme tu as expliqué, tu coaches dans plusieurs équipes différentes et tout ça. Et Gravenchon, ça arrive comment ? Gravenchon, ça arrive un peu bizarrement. Parce que j'ai eu la chance d'avoir au Pôle Espoir des jeunes d'un bon niveau et commencer à avoir quelques bons résultats. Et ça a fait une petite image qui, à un certain moment, des clubs se sont dit « Ah, en fait, il est peut-être pas si nul que ça, le jeune. Là. » Donc peut-être qu'on pourrait lui confier une équipe, mais ça a mis un certain temps quand même pour faire tes preuves. Donc un des premiers clubs qui m'avait contacté, et j'ai parlé de lui tout à l'heure, c'est Antoine Pizan, qui entraînait les filles du SP Rouen, qui était en National 1 à l'époque, les filles. Il voulait prendre un peu de recul parce qu'il avait un certain âge et il m'avait dit j'aimerais bien que tu reprennes la suite des filles. Donc on avait discuté et j'avais fini par refuser sur conseil un peu d'amis demandé, parce que c'était l'époque un petit peu où le club, tout le monde savait que ça allait basculer, que c'était plus les gars qui allaient être mis en avant. Ils étaient en National 3 garçons à l'époque. Tout le monde disait les filles ça apporte pas assez de spectateurs et tout ça, donc on va mettre un peu de côté les filles et on va booster les garçons. Okay. Donc c'était à cette époque là, donc je me dis pour démarrer mes premières expériences senior, si je prends les filles et puis qu'il y a plus trop d'intérêt et que ça se casse la figure, l'image va pas être trop bonne. Bizarrement, malheureusement, les entraîneurs en est beaucoup jugé sur l'image et donc les résultats plus que sur les compétences. Donc du coup je me suis dit non, il faut que je refuse, donc j'ai refusé les filles du SPO. Après c'est le club de Gravenchon qui m'a contacté, ça a été un des premiers. À l'époque c'était Alain Sellage, le président, contre qui je jouais, et à chaque fois qu'on jouait ça frictionnait, donc je lui ai dit non directement. Et ouais. Et c'est le coach à l'époque qui s'appelait Christophe Neuville, qui entraînait, qui m'a dit non mais viens quand même écouter ce qu'on a à te raconter. Donc on a fait un entretien avec le président que j'aimais pas entre guillemets à l'époque, alors que c'est quelqu'un d'extraordinaire, Alain. Et en fait en allant à Gravenchon, j'ai fait l'aller-retour et je savais qu'en repartant de l'entretien, c'était sûr que j'allais accepter, même si ils m'ont laissé un certain temps. Et c'est marrant, comment il s'appelle, c'est Backshot le son. Et je me rappelle en repartant, j'ai écouté le même son, un son de raga dans la voiture à fond, en me disant ah putain c'est super, c'est parti l'aventure. Même si j'aimais bien entraîner des jeunes, mais senior, je savais que
ça allait être une autre aventure. Et voilà, donc en repartant, j'ai mis la musique à fond et je me suis dit, bon, c'est bon, de toute façon, je fais durer un peu le suspense, mais dans 15 jours, je vais leur dire que c'est bon. Et voilà, donc c'est parti comme ça avec Gravenchon. Et juste après ça, j'ai eu quelques bons résultats parce qu'on est monté au bout de 2 ans en National 3, de pré-national à National 3. Et c'est marrant parce que tu as des clubs hypocrites, entre guillemets, qui m'ont contacté à ce moment-là, qui m'ont dit, ah, tu sais qu'on pensait à toi, donc ça serait bien que tu viennes entraîner. J'ai dit, non, bah, maintenant je suis à Gravenchon, je suis bien là-bas, je vais rester, quoi. Ouais, et puis en général, c'est pas toi qui allais vers les clubs, c'est plus les clubs qui venaient vers toi. Ouais, c'est toujours comme ça. Comme Ouais. je te dis, il y a quelques clubs dont je vais pas citer, mais qui, quand j'ai commencé à avoir quelques bons résultats seniors, ils se sont dit, parce que c'est vrai que j'avais cette étiquette entraîneur jeune, entre guillemets. Ouais. Tout le monde disait, bah, sur les jeunes, il est bien, mais bon, sur les seniors, est-ce que, voilà. Et puis, il y avait ce côté, ce qui faisait peur, c'est pour gérer des seniors. Le fait que je sois un peu aussi dans la musique, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui était jeune aussi et tout. Donc, je pense que ça faisait peur à certains présidents en disant il ne sera pas capable de gérer s'il y a des conflits où les seniors vont pas forcément le respecter pareil. Et du coup, c'est seulement quand j'ai fait mes preuves avec Gravenchon où là, le téléphone, il a sonné un peu plus souvent. On m'a dit, ouais, ben, on aimerait bien que tu viennes et tout ça. Mais bon, je suis assez fidèle et je dis non, mais je suis bien à Gravenchon. En plus, il y avait des projets un petit peu d'avancée. Donc, comme je l'ai dit, on a fait pré-national, national 3, national 2. Donc, je suis resté là-bas et c'est le seul club en senior du coup que j'ai connu vraiment. Et donc là, tu as expliqué que vous êtes monté plusieurs années de suite. Vous avez monté de niveau. Donc forcément, quand tu montes de niveau, tu es obligé de modifier un peu ton équipe. Ou Ouais. comment tu faisais, comment tu gérais ton équipe par rapport au niveau auquel tu accédais? Alors, on n'est pas monté plusieurs années de suite. Je suis arrivé, on m'a dit, bon, on te donne 3 ans pour monter de pré-national au niveau national 3. Au bout de la 2e année, on est monté. Donc voilà, l'objectif était réussi. Après, on est resté en national 3 pendant 11 ans de suite. Et là, à l'inverse, on me dit non, faut surtout pas que tu montes en National 2 parce que ça suivra pas au niveau subvention et tout ça. On n'aura jamais l'argent nécessaire pour être en National 2. Donc, on faisait les saisons. Je prenais des gars de la région. On avait très peu d'argent à l'époque. Il n'y avait pas de joueurs professionnels. On prenait vraiment que les gars issus du coin. Et sur un malentendu, entre guillemets, il y a une année, on a fini premier de National 3. Et du coup, la mairie nous a convoqués en disant bon, on voulait pas que vous montiez, mais qu'est-ce qu'on fait sans que ça soit délirant, avec quoi vous pensez pouvoir vous maintenir en National 2 ? Donc on a discuté un petit peu et c'est là où on est tombé sur dire bah, on faudrait qu'on ait 2 joueurs professionnels qui changent les données en gardant la même équipe avec 2 joueurs pros simplement et on repart avec la même équipe en National 2 et c'est comme ça que c'est parti l'aventure. Et là on a fait 11 ans en National 2, enfin 10 ans avec moi et là cette année c'était la 11e année. Donc voilà, c'était pas des montées successives mais en tout cas le club a monté comme ça au fur et à mesure. Après ta question c'était de savoir comment je recrutais les joueurs. Ouais, comment tu gérais par rapport au niveau qui est plus supérieur en fait. Est-ce que tu coaches de la même façon en pré-nat qu'en national? Après, quand tu montes de national 3 à national 2, comment tu gères tes entraînements? Comment tu gères ton management? Ouais, bizarrement, il y a beaucoup de similitudes, je trouve, sur les niveaux. Déjà, ne serait-ce que les joueurs, ça a toujours été un peu le modèle de recrutement, à l'exception des 2 joueurs professionnels, je te disais, où là, on passe par des agents. On leur dit, bon, on n'est pas très grand, donc il nous faudra des joueurs de grande taille. On n'est pas très athlétique, donc il nous faudrait des athlètes pour que l'équipe soit bien équilibrée. Donc, à l'exception de ces 2 joueurs-là qui avaient un rôle un peu différent. Sinon, les autres, c'est... Je vais dire qu'on peut jouer avec les mêmes joueurs en pré-nat et en National 2, c'est un peu ce qu'on a fait. À l'époque, on a recruté des gars comme Arthur Brizou qui joue en départemental, qu'on fait une année pour faire la bascule en national par l'équipe réserve pendant une saison, mais sinon qu'on finit en National 2. Nicolas Lebas, des gars comme ça qui jouaient en départemental sur le Havre. Donc non, je pense que dans la façon de gérer les gens, il n'y a pas de grosse différence entre la pré-nationale et la National 2. C'est de la même façon qu'on les gère. Bah, c'est bien, c'est tout à ton honneur parce que souvent ça arrive en fait que tu as des clubs qui justement montent de niveau et forcément ils vont chercher ailleurs, ils vont chercher des nouveaux joueurs justement et ça fait sauter des joueurs qui ont commencé par exemple comme tu dis en départ et tout ça et qui eux malheureusement pourtant ils sont bons, ils pourraient s'acclimater au niveau supérieur mais des fois on leur laisse pas leur chance en fait. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Et tu parlais un peu, je pense que tu veux des fois aussi venir un peu sur la psychologie, le management et tout ça. Et je pense que de croire aux gens, c'est ce qui nous a permis de réussir des choses extraordinaires. Et j'ai toujours cru aux gens. Et comme je te l'ai dit, des joueurs de pré-national, ils peuvent jouer en National 2. Il suffit que ils se donnent les moyens. Et ce qui pourrait limiter, tu vois, c'est, on l'a dit tout à l'heure, c'est pas des joueurs professionnels. Donc, ce qui aurait pu limiter, c'est si jamais on avait augmenté le nombre d'entraînements et qu'ils n'auraient pas pu participer à tous ces entraînements-là. Mais de toute façon, on était tellement
limité niveau budget, qu'on n'a pas augmenté le nombre d'entraînements. On a testé des fois, quand on est monté en National 3, on est passé de 2 entraînements à 3, parce qu'on était à 2 entraînements en prénat. Et puis très vite, le troisième, on s'est dit, c'est compliqué de le tenir, parce que le rythme, on a des gars qui viennent du Havre, des gars qui viennent de Rouen, tout ça. Donc on a dit, allez, on laisse tomber, on repasse à 2. Quand on est monté en National 2, on a eu exactement la même chose. On est repassé à 3 entraînements en disant, non, là, on joue que des pros en face, on va se faire laminer si on s'entraîne que 2 fois. Et on a fait ça a duré 2 mois, 3 mois, puis après on s'est dit, mais non, on peut pas tenir 3 entraînements, donc on est repassé à 2. Et c'est une des spécificités un peu de Ranchon, c'est qu'on s'entraîne que 2 fois en National 2, et après c'est là où il faut faire les choix sur ce que tu fais à l'entraînement, mais c'est aussi ce qui a permis à des gars de la région d'avoir un boulot à côté, de venir et jouer à ce niveau-là en pratiquant que 2 entraînements. Donc non, je pense que... si on se sert des qualités des joueurs et qu'on ne rêve pas en voulant les faire devenir des Jordan ou voulant les faire jouer d'une certaine façon qui ne correspond pas du tout à leur qualité, je pense que tout le monde peut jouer en National 2 sans problème. C'est une bonne psychologie, hein. Franchement, c'est bien, c'est tout à ton honneur parce que, comme je te disais tout à l'heure, il y en a beaucoup de joueurs, malheureusement, qui n'ont pas pu arriver à certains niveaux parce qu'on n'a pas cru en eux, parce que justement le club montait au niveau supérieur. C'est bien de voir les choses comme ça. À côté de ça, le basket te fait rencontrer du monde. Tu rencontres beaucoup de gens. Ouais. Donc, quelles sont les belles rencontres que tu as fait dans le basket, on va dire? Ça fait rencontrer beaucoup de monde, mais c'est aussi parce que je vais beaucoup vers les gens. Et je dis ça parce que j'ai réfléchi un peu quand tu m'avais proposé le podcast. C'était de me dire, en fait, qu'est-ce qui a fait la différence aussi? Peut-être, c'est que j'ai toujours aimé les gens. Et que là, on parlait des joueurs qui n'ont pas forcément le niveau National 2, qui ne sont pas référencés niveau National 2. Mais je pense que le fait de s'intéresser aux gens fait qu'à un certain moment, ça les rend meilleurs. Et j'ai appris ça aussi, je ne sais plus d'où j'ai appris ça, mais je me disais pour un meneur de jeu qui était mon poste de jeu, je me rappelle très tôt, c'est des choses que j'enseignais à mes meneurs de jeu jeunes quand j'entraînais au Pôle Espoir, mais moi-même je me l'appliquais cette règle-là, c'est de me dire intéresse-toi aux gens. Et c'est vrai qu'un pivot qui fait 2 mètres, qui à un certain moment il fait pas les allers-retours, ou il court pas, ou il se bat pas au rebond, un truc comme ça, tu peux venir l'engueuler. Et on dit souvent que le meneur de jeu, c'est le coach sur le terrain. Il va plus facilement accepter que tu l'engueules. Si, entre guillemets, vous êtes amis dans la vie ou en dehors, ou amis, le mot, il est peut-être un peu fort, mais si tu t'intéresses à lui, si tu viens pas juste pour l'engueuler, mais que tu comprends... tu peux comprendre tous les problèmes qu'il peut avoir à l'extérieur du basket, etc. etc. Donc, tu vois, je me suis beaucoup intéressé comme ça aux joueurs que j'entraînais, aux gens avec qui je jouais. Je suis quasiment capable de dire tous les métiers des uns et des autres, de savoir où ils bossent. Et tu vois, tu comprends plus facilement les gens. Des fois, ils ont la tête de travers et ça sert à rien de les engueuler, de les pousser à l'entraînement parce que tu sais très bien que ils ont la tête à l'envers parce qu'ils ont des problèmes familiaux à cette période-là. Et voilà. Et donc, je pense que c'est ce qui a fait qu'à un certain moment, les joueurs se sentent bien. Et ils acceptent plus facilement que tu sois dur et exigeant avec eux parce que justement tu comprends un peu leur monde de fonctionnement, etc., etc. Donc ça, j'ai toujours voulu cultiver ça. Et c'est, quand tu dis les rencontres, à force de prendre du temps, même en dehors des séances, à discuter beaucoup avec les joueurs, forcément ça crée des connexions. Et tu crées du lien, tu apprends à connaître les gens, puis les gens aussi, ils apprennent à te connaître aussi. C'est ça. Donc, ça, j'ai vraiment toujours voulu le faire et ça m'a permis en effet de rencontrer des gens et plus que des rencontres, à ce que ça devienne des vrais amis en dehors. Quoi. Pour longtemps, des amis de longue date. Donc là, tu voulais des noms, c'est ça? Non, mais par exemple, un truc tout bête, mais Damien et puis Seb, moi je t'ai toujours connu avec eux en fait. Et c'est ça date de très longtemps. Ah ouais, ça date de la SPTT Rouen, c'est là où je les ai rencontrés et c'est vrai que depuis on s'est jamais quitté. Je suis parti plein de fois en vacances avec eux, mais déjà à l'époque on s'entraînait, on finissait les entraînements, ça nous arrivait de faire des nuits blanches à jouer à des jeux de société par exemple aussi, donc c'est des gens avec qui on a passé beaucoup de temps et qui sont encore aujourd'hui mes meilleurs potes quoi. Donc c'était des super rencontres. Alors ça n'a jamais été des joueurs professionnels, mais après c'est marrant parce que les deux ont été entraîneurs, là tu parles d'eux, mais ça a été leur métier entre guillemets. Sébastien à Val d'Or qui a eu un petit contrat et Damien, le club c'était au Val d'Oreuil aussi. Donc c'est des gens qui ont eu un certain moment puis après qui se sont dit c'est quand même compliqué d'en vivre pleinement métier entraîneur, donc on basculait sur autre chose et voilà, mais c'était plein de bonnes rencontres. En plus c'est vrai que ce que tu disais tout à l'heure, le fait de créer du lien et puis en fait les joueurs ils sont prêts à tout pour toi parce que souvent il y a des clubs qui par exemple passent de région, ils montent en national, mais l'année d'après, ils redescendent.
Ça arrive énormément de fois dans notre région en tout cas. Et c'est difficile justement de rester au niveau National 3 et après de remonter encore en National 2. C'est forcément pas évident, surtout en gardant les mêmes joueurs. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je pense que ce qui fait ça, ce qui nous a permis, je pense, de se maintenir et puis d'avancer, de devenir une équipe quelconque de National 3 à finir par monter avec quasiment les mêmes joueurs. Je pense que c'est l'exigence, entre guillemets, et le travail. Je travaillais quand même beaucoup en dehors, tu vois, beaucoup de vidéos. Cette passion fait que tu comptes pas forcément les heures. Tu regardes des matchs de Euroleague, puis inconsciemment, tu t'en inspires. Tu te dis, putain, mais ça, c'est pas mal. Et ça te donne plein d'idées sur ta façon de voir le basket, ta façon de faire jouer tes joueurs. Là, faut s'expliquer. C'est pas justement prendre des système et dire ah putain mais là il est trop bien ce système là, ça va marcher parce que t'as pas les mêmes joueurs, ça marchera pas. Mais bizarrement l'Euroleague, sur la simplicité de jeu, des fois t'as des équipes elles jouent sans annoncer de système, mais c'est juste le fait que je cherchais à jouer vite, cherchais à jouer très simplement, et je me suis beaucoup inspiré comme ça du jeu d'Euroleague et du jeu des Espagnols aussi là-dessus, sur cette vitesse de jeu. Donc le fait de bosser beaucoup et de se dire ah, putain ça c'est intéressant, et essayer de le retransmettre à tes joueurs, ils voient que tu bosses beaucoup, et ce respect entre guillemets qu'ils ont pour toi, parce qu'ils essayent de te le rendre en travaillant aussi de leur côté beaucoup, et c'est ce qui fait avancer le truc et le maintien. Puis en plus, quand on voit le résultat en match, par exemple, tu annonces tel système et que le système fonctionne, c'est une satisfaction. Ouais, c'est vrai. Même si tu vois, à Gravenchon, là tu prends l'exemple du système, mais on a toujours eu cette image un peu d'équipe qui joue, pour reprendre un peu d'américain, run and gun, où on shoot beaucoup, en fait, courir et shooter. Et ça, c'est pareil dans la simplicité du jeu. Même si t'es pas très bon, tout le monde peut dribbler et shooter. Et en fait, des fois, en complexifiant les choses, avec beaucoup de systèmes, beaucoup de choses, moi-même, je m'en suis aperçu, j'ai jamais été un très grand joueur de basket, et je m'apercevais qu'à la limite, c'est quand on jouait libre qu'on marquait plus facilement. Tu vois, on parlait de pick-up game, des petits matchs qu'on faisait à Elbeuf, un peu partout, à Mont-Saint-Aignan, dès que les salles étaient ouvertes. Et ma réflexion, elle est partie aussi là-dessus, c'est que des fois, on jouait, t'avais 2 gars d'Elbeuf, t'avais 2 gars de Petit-Quevilly, on se connaissait pas quand on jouait pas toute l'année ensemble. Puis en fin d'année, comme ça, quand on se faisait des petits matchs en 5-5, on disait première équipe à 20 points, au bout de 2 minutes, 20-18. Tu te dis, mais attends, mais ça score de tous les côtés. Mais comment ça se fait qu'on marque, entre guillemets, plus facilement qu'en championnat, quoi, où tu as bossé comme un fou des systèmes. En fait, tu t'aperçois que plus les gens sont libres, plus c'est difficile pour le défenseur à s'adapter, parce que tu sais pas ce qu'il va faire. Le gars, il monte. S'il shoot vite, le coach, il va dire « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Alors qu'en fait, tu t'aperçois, laisse-le shooter. Et si le défenseur, il est à 2 mètres, c'est peut-être un bon choix. Et cette liberté fait que même des joueurs qui ont un niveau moindre, ce qui était mon cas, ils arrivent à s'exprimer, à faire des choses. Et voilà, c'était un des secrets, entre guillemets, de la réussite de Gravenchon pendant des années, je pense. C'est bien d'avoir appliqué ça, parce que on voit toujours la différence. Quand tu joues à l'extérieur, tu joues sur les playgrounds et tout ça et tout, il y a toujours une différence entre le jeu à l'extérieur et le jeu en club. Et quand tu arrives au jeu en club, c'est un jeu structuré, c'est un jeu beaucoup plus avec justement des systèmes. Des fois, on a même des listes de systèmes à apprendre par cœur, tout ça et tout. Et je dis pas que ça dénature le jeu, mais bon, la façon dont toi tu as amené les choses, ça simplifie. Et justement, comme tu disais, les joueurs, admettons tel joueur il est fort au shoot, si le gars il lui laisse 2 mètres, bim. Ouais, c'est exactement ça. J'ai toujours aimé, là, je prenais les exemples des salles ouvertes, tout ça, mais oui, sur les playgrounds, c'était exactement la même chose. L'exemple, j'aurais pu le reprendre aussi sur un playground où on se retrouve, on joue 5-5, et en fait, la liberté que tu as, parce que tu n'as pas le coach à côté qui te dicte ce que tu dois faire, fait que en fait, ça te rend meilleur. Et c'est vrai que c'est ça qui m'a inspiré. Et quand je parlais de l'Euroleague, tu t'aperçois que c'est pas si complexe que ça, parce que la défense est tellement présente que les gars, ils se disent, et les coachs les encouragent à ça, à dire, attends, quand tu es tout seul, shoot, hein, ça sert à rien d'attendre de faire 5-6 passes. La défense est tellement présente, même si à un moment elle a fait une erreur, la défense elle va se remettre en place, si bien qu'au bout de 5 passes, ça se trouve, tu vas tirer, tu auras un défenseur qui sera sur toi. Donc si tu es ouvert au bout de 2 secondes, que tu as monté la balle et qu'il n'y a personne sur toi, te prends pas la tête, shoot. Ils ont compris ça, les coachs de Euroleague. Donc c'est un mix un peu ça, et les playgrounds en disant oui, tu es tout seul, vas-y, fais-toi plaisir. Puis après, si tu mets pas ces paniers-là quand tu es tout seul, mon boulot d'entraîneur, c'est peut-être aux entraînements de faire beaucoup de shoots pour que on finisse par les mettre, ces paniers. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, à Gravenchon, tous les pivots, je pense à Benjamin Dargaud, qui était un gars qu'on était cherché à Wassel à l'époque, et qui a joué encore à Elbeuf cette saison, mais il est arrivé, il shootait jamais à 3 points parce que son coach l'interdisait. Et tous les pivots, il y en a plein, ils sont arrivés à Gravenchon en ne shootant jamais à 3 points, et ils repartent de Gravenchon avec une capacité à mettre des tirs à 3. Donc c'est aussi parce qu'à l'entraînement, on en fait beaucoup sous plein de formes différentes. Mais voilà, donc c'est
en simplifiant le jeu, tu permets à plein de joueurs de jouer en fait. Ah, c'est fort de laisser cette liberté à ces joueurs. Et donc, là, on parlait un peu d'Euroleague et tout ça. Est-ce que tu as un modèle chez les coachs? Non, franchement, Non. je vais avoir du mal à... Si, j'aimais bien Ettore Messina, même si maintenant j'entends 2-3 échos comme quoi il est devenu trop dur. Il y a plein des coachs de haut niveau avec qui je discute, me disent bah ça n'existe plus trop des coachs comme ça. Au fur et à mesure, ça sera les derniers, mais ouais, j'aimais bien. Enfin, si, un des modèles, oui. Je suis con quand même de ne pas penser à lui. Pascal Pisan m'a beaucoup apporté. Ça a été après Antoine Pisan, donc c'était le fils qui a pris le relais sur le pôle espoir. C'est lui qui m'a mis dedans et il m'a appris un des trucs, c'est que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Et c'est vrai que très souvent, tu apprends des choses et la réalité, elle se trouve entre les deux. En fait, tout ça pour dire qu'il vaut mieux passer ton temps à observer ce que tu vois sur le terrain et t'adapter à ce que tu vois, plutôt que ressortir, je sais pas, t'as appris un truc dans un livre, la contre-attaque, il faut faire comme ci, comme ci, comme ça. T'essayes d'appliquer exactement ce qui est écrit dans le livre avec ton équipe, mais ton équipe, elle est différente, t'as des joueurs qui viennent d'horizons différents, donc tu peux pas appliquer exactement ce qui est dans le livre. Et donc, il m'a fait apprendre et cultiver là-dessus, c'est vraiment essayer de trouver ta vérité à toi plutôt que celle des autres. Donc oui, je dois beaucoup à Pascal par rapport à ça. Mais après, du coup, j'ai pas forcément de coach sur lesquels je me suis inspiré, mais j'ai sûrement pris un peu à droite, à gauche, des uns des autres. Et tu vois, maintenant, c'est très facile d'aller sur YouTube, avoir des colloques de coach et tout ça, mais je regarde quasiment jamais. Et j'ai plutôt essayé de cultiver cette différence un peu en essayant de comprendre les choses par moi-même. Et ça, je pense que ça m'a apporté beaucoup. Et des fois, c'est même les joueurs qui te font changer ta façon de voir les choses. On en parlera sûrement après, mais bon, j'ai eu la chance d'avoir Tipeee. Et tu vois, à l'époque, il est très très connu pour son tear drop, jeté de balle. Et tu pourrais avoir un coach qui pourrait dire mais qu'est-ce que tu fais, arrête de lancer la balle comme ça, c'est la gestuelle de tir, c'est tu prends ton ballon à deux mains, tu fais comme ci, tu fais comme ça. Et heureusement entre guillemets qu'on l'a laissé faire ça parce qu'il n'était pas très grand. Et des fois c'est les joueurs, tu dis mais putain, mais c'est pas con ce qu'il fait en fait, de jeter la balle comme ça par-dessus les pivots qui font 2m10 qui essayent de contrer. Donc c'est arrivé plein de fois, là je prends son exemple, mais il y a d'autres exemples, même avec des joueurs de Gravenchon. Des fois, j'avais un truc en tête, et puis des fois, tu te mets un peu en retrait, tu observes, et tu te dis, mais putain, en fait, l'adaptation qu'il en a, mais c'est bien, en fait, c'est mieux de faire ce qu'il fait que même des joueurs comme ça de petit niveau, quoi. Ouais, c'est bien de savoir se remettre en question comme ça, sur beaucoup de petits détails. Puis en plus, comme c'est les détails qui font gagner les matchs, qui font avancer les choses, c'est bien, cette ouverture d'esprit. Parlant de ça, ça me fait penser les détails, ça me fait penser à Claude Onesta, que j'ai lu récemment, qui était coach de handball et tout ça. Ouais. Le premier livre, je ne me rappelle plus du titre, mais qui est très intéressant, où il explique ça, justement, quand il est arrivé à la tête de l'équipe de France, il a voulu faire jouer la contre-attaque un peu au handball, alors que ça n'existait pas du tout. Tout le monde disait, mais qu'est-ce que tu fais, calme le jeu, ça n'existe pas, ça. Tu montes, tu as ta zone, tu attaques, machin. Et il a continué dans ce sens-là, et ça a fonctionné. Et après, il expliquait aussi que de toute façon, le coach, il sert à rien. C'est qu'à un certain moment, quand le joueur, il va arriver devant le but, qu'il va sauter, qu'il va avoir la balle prête à tirer, c'est pas parce que le coach lui a dit certaines choses ou quoi, c'est son moment, l'instant qui va faire que le joueur va faire le bon choix ou pas le choix. Donc, il explique que c'est le joueur, c'est cette liberté et puis l'expérience que le joueur va pouvoir se créer qui va faire qu'il va être performant ou pas performant. Et c'est là où c'est facile de se remettre en question en tant que coach et de se dire, de toute façon, tu sers pas à grand-chose et tu es juste là pour accompagner les joueurs et c'est les joueurs qui ont le destin entre leurs mains, quoi. Oui, donc après, là, c'est plus du management, on va dire. Ouais, c'est ça, de faire en sorte qu'il soit dans de bonnes dispositions mentales, le joueur, pour faire le bon mouvement au bon moment. Et voilà, quoi. Donc, on est plus là pour ça. Oui, en plus, comme tu disais tout à l'heure, toi, tu crées du lien avec tes joueurs, tout ça. Donc, les jours de match, généralement, tu sais comment sont tes joueurs. Ouais. C'est exactement ça. Tu t'arrives à sentir un joueur qui est trop stressé, il va falloir peut-être le déstresser en lui parlant, presque limite en faisant pas des blagues, mais essayer de le détendre parce que tu t'aperçois qu'il est trop stressé et que on sait très bien que trop de stress fait que ça va pas suffire pour être performant. Et à l'inverse, un joueur qui sera trop détendu, tu t'aperçois que s'il est trop... il va pas pouvoir faire un bon match. Donc, au fur et à mesure, tu arrives à sentir un petit peu et essayer de mettre les joueurs comme ça dans la bonne disposition. Ah, c'est bien. Puis en plus, c'est des concepts que là, tu utilises au basket, mais que tu peux utiliser en fait dans ta vie courante, la vie de tous les jours, en fait. Ouais. À côté de ça, comment t'es venu... Parce que je sais que tu travailles à la fac. Ouais. Donc, à côté de ça, tu as ton métier d'entraîneur, mais comment tu es venu à être prof à la fac ? Alors, à l'époque, on pouvait rentrer sans avoir le statut de prof, parce que je t'ai dit que j'ai fait STAPS, mais j'ai pas fait la filière du tout pour être prof au départ, même s'il y a beaucoup de cours qui sont en commun. Mais moi, le choix que j'ai fait, c'était vraiment l'entraînement et le management du sport, enfin tout ce qui est organisation. Mais c'est là où je pense que
les expériences que tu peux multiplier fait que ça te fait rencontrer des gens, ça te fait... j'ai l'impression que tout est lié en fait. Et à l'époque, tu vois, donc on a parlé de lui tout à l'heure, Tony Parker, donc j'ai eu la chance de l'entraîner au Pôle Espoir. Et après, quand il a commencé à devenir le joueur qu'il est devenu, même si c'est pas grâce à moi, et moi à l'époque où je l'ai entraîné, il avait 14 ans, 15 ans, et il a commencé à exploser à 20 et quelques années. Mais je pense que ça m'a servi. Et la directrice à l'époque était Claire Tournicholet de l'UFR STAPS. Ça se sait un petit peu, tu vois, que j'ai eu la chance de l'entraîner. Après, je commence à avoir quelques résultats avec Gravenchon. J'ai fait la filière STAPS, j'ai fait 6 ans là-bas. J'ai des diplômes STAPS et tout ça. Donc, à un certain moment, il manque de profs. Parce que la fac, je le disais au départ, quand moi j'y suis rentré, c'était que 30 élèves. Et après, c'est passé à 200 élèves en première année. Donc forcément, tu as besoin d'un peu plus de profs. Donc c'est là où Claire m'a proposé un poste de vacataire. Donc c'est comme ça, petit rentre. Mais c'est pour ça que je dis, des fois, il faut pas forcément compter, entre guillemets, ses heures et que c'est la passion où tout se joue. C'est que, je pense, c'est les heures que j'ai passées sur les playgrounds, les heures que j'ai passées à regarder des images, à discuter avec un tel, qui fait qu'à un certain moment, on pense à toi parce que tu as tellement passé d'heures que tu développes des compétences, tu t'en aperçois même pas. Et que au moment où on aura toujours besoin au départ, moi j'avais peur, je l'ai dit tout à l'heure, que le métier d'entraîneur il est compliqué d'en vivre complètement, mais en fait tu t'aperçois que plus dans tous les métiers en général, plus tu deviens compétent parce que tu bosses et que tu bosses et que tu bosses sans compter, et tu t'aperçois qu'il y aura toujours besoin de toi quelque part. Et là à la fac, tu vois, jamais j'aurais pensé être prof là-bas. Et puis ça tombait sous le sens, quoi. Au moment où il fallait qu'elle fasse un choix clair, tu dis c'est vrai que j'ai la casquette entraîneur, j'ai la casquette entraîneur jeune, j'ai fait stable, voilà, donc c'est comme ça que je suis arrivé en cours là-bas. Et puis, tu as aussi la pédagogie, tu sais bien, tu arrives à bien expliquer les choses, bien retransmettre les choses à tes joueurs et tout ça, donc pour des élèves aussi. Ouais, c'est ça. Je pense que quand j'ai multiplié les expériences, ça n'a pas forcément été ma volonté au départ, mais le fait de ne pas faire de vagues, que ça se passe toujours bien. Tu vois, tu as des coachs des fois qui sont suspendus, qui pètent des câbles ou des choses comme ça. Moi, ça n'a jamais été mon cas, mais je pense que ça... Je sais pas si c'est une vérité, mais je pense que ça joue aussi, quoi. C'est qu'à un certain moment, ça joue en ta faveur. Mm-hmm. C'est que je pense que si j'avais cette réputation d'être complètement taré ou quoi dans la région, peut-être qu'elle m'aurait pas proposé en se disant, attends, s'il commence à insulter un élève ou quoi, ça va pas le faire. Donc c'est les expériences bonnes, entre guillemets, qui font parler de toi en bien, qui fait qu'à un certain moment, quand il y a des opportunités, on pense à toi, quoi. Mais en effet, c'est la même pédagogie avec des élèves ou des joueurs, il n'y a pas de grande différence. Ok. Et donc, tu donnes quoi comme cours là-bas ? Basket, que ce soit pratique ou théorique. Okay. Donc pendant un moment, j'intervenais sur les L1, première année, deuxième année, troisième année. Là, on est plusieurs à intervenir et j'ai demandé à avoir un petit peu moins de cours. Donc là, je suis que sur la deuxième année, troisième année. Et j'ai eu des expériences aussi sympas. J'ai repris cette année, je l'avais fait il y a une dizaine d'années à peu près. C'est ce qu'on appelle des polyvalences. Et quand tu parlais de pédagogie, justement, c'est super intéressant. C'est qu'en fait, j'interviens auprès de non-basketteurs. La majorité de mes cours, c'est avec des optionnaires basket. Donc, c'est des basketteurs d'un bon petit niveau et basketteuses. Mais j'ai quelques cours comme ça. J'avais 4 groupes cette année de polyvalence où là, j'interviens auprès de rugbyman, de danseuses, de nageuses. Et du coup, ils n'ont jamais pratiqué le basket. Et tu as 5 cours pour les initier un petit peu et les faire progresser et à la fois leur donner un peu cette passion, ce goût et des idées pour que c'est ceux qui sont en filière prof et que quand justement ils auront des élèves, ils aient quelques billes pour pouvoir intervenir en tant que prof quand ils interviendront en basket. Donc j'interviens que en basket, mais voilà, sur des domaines un peu différents, enfin avec des publics un peu différents. Ouais, parce que là tu me parles de rugby, nageuse, donc sport collectif, sport individuel. Ouais, c'est ça. Donc mais c'est super intéressant parce que tu t'aperçois que tu peux pas leur parler comme tu parles aux optionnaires ou à des joueurs de National 2 parce que sinon ils te regardent avec des grands yeux. Donc tu t'aperçois que tout ton langage, il faut qu'il soit adapté et c'est super intéressant. Puis en plus, vu qu'ils partent de zéro, tu les vois progresser à une vitesse et je trouve que c'est super gratifiant. Ouais. Ok. On va retourner un petit peu sur le terrain. Donc tu disais que vous êtes resté un certain nombre d'années en National 3. Ensuite, vous êtes monté en National 2, vous êtes resté aussi un certain nombre d'années. Donc je pense que durant ces années-là, par exemple, en National 3, tu as souvent rencontré un peu les mêmes équipes. Et est-ce que dans ces équipes, tu as un coach, quand tu sais que tu vas le rencontrer, tu dis « Ah, celui-là, non, lui il me donne du fil à retordre. Attends, faut que je prépare ci, faut que je prépare ça. » Comment tu te prépares, toi, en tant que coach ? Ouais, alors National 3, j'ai moins de souvenirs.
peut-être parce que j'ai pas une bonne mémoire et que maintenant ça remonte à 12 ans, 13 ans, les dernières années en National 3. Donc j'ai plus des souvenirs sur un National 2, mais en effet en National 2 j'ai affronté des très bons coachs. Ceux qui me viennent en tête, il y a Pascal Thibault qui a coaché en Pro B à Évreux, mais que j'ai affronté moi avec Rennes, qui a coaché longtemps Rennes. Il y a eu Chris Singleton aussi qui a coaché Saint-Quentin en Pro A et que j'ai affronté en National 2 avec Sceaux, où il coachait Sceaux. Donc en National 2 il y a vraiment beaucoup de coachs. La différence en National 3, tu as beaucoup de gens dont c'est pas le métier, où ils ont un boulot et ils font ça en plus, alors qu'en National 2 la plupart du temps c'est que des coachs pros qui font que ça, quoi. Donc en effet il y en a eu pas mal. Et après pas forcément un coach en me disant oh, putain on joue lui, il va falloir faire attention, mais c'est vrai qu'il y avait un jeu qui était sympa, c'était d'essayer de déchiffrer comment il raisonnait et d'essayer de trouver la faille. Comme je te disais tout à l'heure, on s'est entraîné que 2 fois. Donc tu dis, je vais pas pouvoir bosser trop sur l'équipe adverse, mais il faut quand même qu'on soit prêt à les affronter. Donc quand tu connais la philosophie du coach, c'est quand même plus facile. Et tu vois, tu as des coachs, par exemple, concrètement, contre qui on a joué, qui avaient beaucoup de systèmes. Et tu dis, putain, mais si on commence à essayer de répondre à chaque système défensivement, on n'y arrivera pas. Donc là, qu'est-ce que tu fais ? Tu fais une défense zone, press zone, un peu match-up, un peu calqué individuel. Mais déjà, le fait de monter très haut tout terrain, ça les fait jouer sur un faux rythme. Et du coup, ils arrivent en zone offensive et il leur reste une dizaine de secondes. Et en fait, tous les systèmes longs qu'ils ont, ils peuvent plus les annoncer parce qu'il reste 10 secondes d'attaque. Donc tu sais très bien que ça va se terminer sur un pick and roll. Donc tu dis, bon voilà, quand tu les joues, c'est simple, tu fais défense tout terrain et derrière, tu défends bien le pick and roll. Défense sur écran, porteur de balle. Donc voilà, plus que d'avoir peur d'un coach, mais c'était plutôt à chaque fois le jeu qui était très sympa, c'est d'essayer de se dire vraiment qu'est-ce qu'il va falloir mettre en place pour contrer un peu sa stratégie. Jeu d'échecs, quoi. C'est ça, jeu d'échecs, ouais. Ouais, non, c'est bien parce que c'est vrai que il y a cette... enfin, c'est pas une guéguerre de coach, mais je vois des fois, par exemple, il y avait lequel va prendre le temps mort le premier. Des fois, il y avait j'ai entendu parler de ce genre de petites choses, tu vois. Ouais, c'est vrai. Ouais. Et qu'est-ce que tu as mis en place pour la cohésion de tes équipes ? Alors, hors basket. Hors basket ? Ouais. Je sais pas si tu poses la question et que tu as la réponse, mais ça c'est pareil à Gravenchon, on a toujours été un peu à part des gens, mais c'est marrant, à l'époque, la fédération française de basket organisait ça au mois d'août. Il y avait ce qu'ils appelaient le tirage au sort des poules, ça c'était un National 3, et ils faisaient pour un National 2. Tu pouvais venir dans les bureaux, ils te payaient un croissant, un coup à boire, et tu t'assistais en fait. Ils disaient, bon, dans la poule A, il y aura Montpellier avec un tel. Et donc voilà, j'y allais jamais. Et maintenant, ils le font plus, mais j'y allais jamais. Puis une année, je dis, tiens, je suis sur Paris, je vais aller voir comment ça se déroule, ça va être sympa. Donc je suis allé, et ça a été l'occasion de discuter avec Rémi Trouillot, qui coachait Sartrouville à l'époque, une équipe en banlieue parisienne. Et il avait toujours des joueurs de fou. Et pour la National 3, il a récupéré des gars qui avaient joué en Pro B, en N1. Et je dis, mais comment tu fais pour avoir ces joueurs-là, quoi? Parce que sur les matchs, on n'a pas trop le temps d'échanger sur plein de choses. Mais donc là, c'était l'occasion, on avait du temps. Donc je dis, mais comment tu fais? Il me dit, c'est simple, en fait, il y en a certains, bon, c'est des gars qui ont eu leur carrière et puis maintenant qui cherchent plutôt le côté convivial et tout. Et il dit, ce qu'on fait, c'est qu'on organise un voyage en Afrique en fin d'année, en fin de saison, chaque fois. Et c'est un petit truc tout con et ça leur donne envie de venir au club parce qu'ils savent qu'en fin de saison, ils vont partir comme ça avec toute l'équipe en Afrique pour vivre des moments sympas. Et à ce moment-là, je dis, putain, mais c'est trop quoi, c'est trop puissant ton idée. Ça te dérange pas, je peux la reprendre. Et il m'a dit, oui, vas-y, pas de problème. Donc en fait, ça a été un des concepts. C'était par rapport aux subventions qu'on avait, je gardais 8 000 €. Et au lieu de le faire en Afrique, j'ai fait le même concept, mais partir aux États-Unis en me disant, basket américain, ça fait rêver. Donc on partait comme ça en fin de saison pendant une semaine avec toute l'équipe et on allait voir des matchs NBA et ça permettait aux gars d'acheter des sapes là-bas aussi et puis de s'éclater, tout ça, parce qu'on a fait des destinations sympas. On a fait Las Vegas, on a fait New York, Orlando, tout ça. Donc ça a été un peu une coutume et j'en ai jamais parlé avec les joueurs. Je pense que ça a fini par se savoir, mais il y a des joueurs qui signaient peut-être pour ça aussi, en se disant tiens, ça va être sympa, putain, Gravenchon, déjà tu t'éclates dans la façon de jouer parce que t'as pas un coach qui te gueule dessus toutes les 2 secondes, t'as beaucoup de liberté, puis en plus en fin d'année, voilà, tu peux partir avec l'équipe aux États-Unis, tu vas avoir des matchs, donc niveau cohésion, voilà, c'est un des gros trucs qu'on a mis en place, entre guillemets, on est un des rares clubs à le faire, je pense. Et c'est fort, puis la cohésion d'équipe, c'est vrai que, comme tu dis, vous avez que 2 entraînements par semaine. Mais là, vous partez en limite en vacances, quoi. Vous partez en vacances tous ensemble et pour la cohésion, il n'y a pas mieux, en fait.
Bah oui, et puis en plus tu l'as dit, vu qu'on n'a jamais viré de joueurs à Gravenchon, donc les joueurs d'une année sur l'autre c'était très souvent les mêmes. Après ils partaient pour raisons professionnelles, ils déménageaient, on en a un qui était parti bosser à Marseille, donc il a fallu le remplacer tout ça, mais on n'a jamais dit à un joueur bon bah merci pour tout ce que tu as fait, allez salut, on va prendre quelqu'un d'autre à ta place. Donc les joueurs partaient d'eux-mêmes par rapport à leur situation professionnelle ou familiale, ou la route parce qu'ils en avaient un petit peu marre de faire les allers-retours, mais donc voilà, en faisant ça on a gardé tout le temps les mêmes joueurs, et en effet bah les souvenirs qu'ils ont eu ensemble l'année d'avant à Vegas, bah forcément ça ressort dans l'année, et voilà, tu vois, on faisait des stages aussi, ça se perd un petit peu. À Gravenchon, on a la chance d'avoir un foyer des sports, et on faisait des stages aussi là-bas où on vivait le soir et soirée, le lendemain on s'entraînait, et voilà, fin août souvent on faisait ça comme ça, et c'est vrai que ça crée des liens qui après te servent sur le terrain parce que les gars ils sont prêts à aller à la guerre ensemble, quoi. C'est ça, c'est super important. C'est marrant que tu parles des États-Unis, tout ça, parce que Tony Parker, tu disais que tu l'as coaché au pôle. Quelle relation tu as réussi à lier avec lui? Juste pour être exact, c'est pas coaché au pôle, parce que le pôle c'est un centre d'entraînement, on Ouais. s'entraîne beaucoup, donc je l'ai entraîné au pôle, j'ai eu la chance d'entraîner au pôle. Après, là où j'ai eu la chance de le coacher, c'était en sélection régionale Haute-Normandie. Pareil, à stage de 15 ans, 14-15 ans. Donc il faisait partie de l'équipe de Haute-Normandie, et Pascal Pisan à l'époque m'avait confié le coaching de l'équipe. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, il était tellement fort déjà à cette époque-là qu'il jouait en U17 France, en équipe de France U17 des moins de 17 ans, alors qu'il avait que 14 ans et demi. Et je me rappelle qu'on a fait tournoi, on a fait les phases finales contre les autres régions. Et on m'avait dit, j'ai vu des consignes de la fédération, dire attention, le fais pas trop jouer, on sait que tu as envie de gagner, mais le blesse pas parce que dans 2 mois, il part avec l'équipe de France U17, quoi. Donc ouais, coacher, c'était plus vraiment les matchs sur la sélection, et le pôle espoir, c'était sur les entraînements. Donc oui, j'ai eu la chance qu'il ait grandi ici, que son père, Tony Senior, d'ailleurs a beaucoup œuvré pour les quartiers aussi, il a fait beaucoup de choses, de tournois Playground 3-3 et tout ça. Je l'avais rencontré son père grâce à ça. Et donc oui, j'ai eu la chance que Tony Senior joue dans le coin, il a joué à Canteleu, il a joué à Fécamp. Et du coup, le fiston, il était là. Et fort logiquement, vu qu'il était là, il fallait que je le fasse rentrer au pôle espoir. Donc, je l'ai fait rentrer au pôle. Et donc, j'ai eu la chance de l'entraîner. Et après, quelle relation, c'est tellement un gars extraordinaire. Je dis ça parce que, tu vois, il m'a invité après très tôt, quand il était drafté en 2001 à San Antonio. Dès qu'il a été drafté, il m'a invité, tout frais payé. Je suis parti une semaine chez lui. Voilà, c'était sa première saison NBA. Puis après, un peu plus tard, il a eu cette envie de retransmettre ce que lui a pu avoir en tant que jeune, en organisant des camps de basket. Donc, on lui a fait camp sur l'organisation. Ils étaient 3, c'était ses potes d'enfance aussi, Alexis Rambur et Gaëtan Muller. Et quand ils ont eu l'idée, ils étaient tous les 3 à San Antonio. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit toi, t'as les diplômes pour être directeur, t'as pas envie d'être directeur? Ça serait cool quand même, tu nous as entraînés tous les 3. Donc voilà, donc ça s'est fait comme ça. Puis après, du coup, on est resté forcément en lien. Et quand je te dis extraordinaire, c'est que il a ce côté, Tony, c'est qu'il n'oublie pas. Il est impressionnant de mémoire. Il n'oublie pas les gens avec qui il a démarré. Et voilà, tu vois, même quand il allait sur les camps, moi, il me faisait halluciner. Des fois, il repartait des camps parce qu'il avait San Antonio qui le convoquait. Et donc, du coup, il faisait que 4 jours sur le camp à Fécamp, puis il fallait qu'il parte. Et il m'appelait de San Antonio, il me disait tiens, en fait, un tel, il est en finale. Il se rappelait de tous les gamins et tout ça. Enfin, tu dis, mais le gars, c'est une machine, quoi. Ou des fois, quand j'allais chez lui à San Antonio, il me parlait de joueurs avec qui il a joué. Ça faisait 4-5 ans qu'il était en minime ou en benjamin. Il me dit, tiens, qu'est-ce qu'il devient, lui? Il te sortait des fois les noms. Moi-même, je me rappelais à peine des joueurs parce que tu avais certains qui avaient même arrêté le basket, tu vois. Donc ça a été assez facile entre guillemets de garder le lien. Puis je te dis avec toute la famille, parce qu'après j'ai eu la chance d'entraîner le petit frère TJ et puis Pierre. Et puis un respect aussi avec le papa, parce qu'on jouait sur les playgrounds, sur les tournois 3-3, et il faisait partie avec Jeunesse et Sport et Michel Véronnet des grands organisateurs. Donc je pense qu'il a vu qu'on était déter par le basket et la passion, le papa je parle. Donc toute la famille comme ça a fait que on est resté assez proches. Ouais. Bien. Donc tu es directeur des camp de Tipeee, c'est ça? Alors j'ai été, parce qu'on a fait ça pendant 11 ans. Et après, Tony était tellement sollicité. Les premières années, c'était extraordinaire. Il passait la semaine complète, parce que c'était une semaine de camp. Des fois, on faisait 2 semaines de suite, mais avec des gamins différents. Et après, malheureusement, avec tous les partenariats qu'il avait, il a été de moins en moins présent. Heureusement, il y avait ses frères qui, quand de moins en moins présents, tu vois, il passait de 7 jours complets avec nous à 6 jours, puis 5, puis après 4, puis après 3, puis des fois, il venait qu'une journée parce que, voilà, malheureusement, il pouvait pas avec l'équipe de France, avec San Antonio qui le rappelait sur certaines choses. Donc, on s'est posé la question, on s'est dit, est-ce que c'est intéressant de continuer à faire les camps alors qu'il est beaucoup moins présent qu'avant? Et voilà, du coup, il y avait ses frères qui, eux, étaient présents tout le temps. Et puis, pareil, qui ont eu des gamins et qui avaient moins envie, parce que des fois, on faisait 15 jours, 3 semaines, même c'est passé des fois à 3 semaines. Donc,
Donc eux avaient moins envie d'être présents, lui il était moins, donc on se dit ça sert plus à grand chose entre guillemets de les faire, donc on a fait pendant 11 ans et on a arrêté maintenant, ça doit faire au moins 7-8 ans, mais c'est pas grave, il y a d'autres gens qui prennent le relais, j'en profite d'ailleurs, Théo Malédon qui a fait les camps et qui avait 11 ans, 12 ans, je me rappelle, qui a été pris sous l'aile de Tipeee, qu'il avait pris dans son équipe, qu'il coachait, qu'il l'entraînait, tout ça au camp. Et j'ai vu un peu les publications et je vois que Théo, il a envie de retransmettre la même chose. Donc là, il organise son camp à Oudgad. Donc c'est pas très grave, je pense qu'il n'y ait plus forcément les Tipeee camps, parce que t'as d'autres joueurs qui prennent le relais, et notamment Théo, qui est un joueur de la région en plus. Ouais. Il y a Yann aussi qui a un camp. Ouais, Yann, il a pris le relais de Tony, c'était plus du côté de Saint-Quentin. Mais là, je sais pas s'il continue aussi, Yann. Parce que là, j'ai en plus échangé avec lui il n'y a pas très longtemps par message. Il m'a dit qu'il est aux États-Unis et qu'il va rentrer que septembre normalement. Donc je crois pas que ça continue. D'accord, mais en tout cas, je savais qu'à un moment donné, il avait son camp aussi. Et c'est bien que les gars, ils redonnent en fait, tu vois. Ils redonnent un peu comme eux ce qu'ils ont eu. Donc le fait de faire un camp et puis en plus d'être présent, ça donne des idées justement aux petits qui se disent pourquoi pas moi aussi. Ouais, complètement. Puis plus que présent, c'est des mecs qui sont extraordinaires dans l'état d'esprit, tu vois, qui viennent pas en mode star, qui pourraient arriver à je suis joueur NBA, même Yann qui a été champion NBA aussi. Et donc ils arrivent, ils prennent les gamins par le cou, ils discutent avec les gamins comme si c'était leurs potes et tout ça. Et les gamins ils disent mais en fait ils sont assez accessibles et ils leur donnent une force énorme en se comportant comme ça. Ils disent putain mais en fait c'est pas compliqué quoi de réussir si tu bosses, tout en restant simple quoi. Ouais, non, c'est très très bien de leur part de faire comme ça et d'agir comme ça justement pour montrer que c'est des hommes comme les autres en fait. C'est ça. Ah, c'est bien ça. On va revenir un peu sur toi. En termes de, on va dire, palmarès, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton palmarès à toi ? Pas un grand joueur de basket. Non, mais le plus haut niveau que j'ai joué, c'est National 3. Enfin, c'était National 4 à l'époque à SPTT Rouen, mais c'est les noms qu'on changeait, donc ça équivalait à de la National 3. Donc j'ai jamais joué sur des très très hauts niveaux. J'avais failli être pris en espoir à La Rochelle, où j'avais fait des tests et j'avais recroisé le coach qui m'a dit moi je voulais à tout prix te prendre, et c'était les dirigeants à l'époque, parce qu'ils étaient une dizaine à décider, et qui avaient pris que des athlètes, des mecs qui avaient la tête dans le cercle. Ils n'avaient pas gagné un match d'ailleurs cette année-là. Et je me rappelle, j'avais croisé, et à l'époque j'étais déçu en me disant putain, j'aurais bien voulu faire un centre de formation et tout. Et après coup, je me dis, non, en fait, si j'avais fait ça, peut-être que j'aurais passé mes jours à m'entraîner le matin, le soir, et puis je serais peut-être passé à côté de ce que j'ai fait. Donc, franchement, zéro regret. Donc ça, c'est un point de vue joueur. Et après, donc, toujours éclaté sur des niveaux à peu près régional essentiellement. Et après, palmarès, je sais pas, niveau coach... Qu'est-ce que je te dis ? Je sais pas ce que je peux ressortir. Déjà, les montées, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est vrai qu'il y a des souvenirs énormes. Le plus beau souvenir, je crois que c'est la montée de National 3 en National 2, où le scénario est extraordinaire. C'est qu'on joue au Cotonnier, même l'équipe de Pro B à l'époque avait du mal à remplir. Et je me rappelle que quasiment 45 minutes avant que le match démarre, ils ont fermé les portes parce que la salle a été remplie, même des gens dans les escaliers, et les gens ils tapaient à la porte parce qu'ils voulaient rentrer, donc une salle comble. Un scénario fou puisque c'est le dernier match de la saison. Match aller, on a pris 25 points chez nous. En face à Rouen, c'est que des gamins beaucoup de jeunes qui sont dans le centre de formation, qui commencent déjà à jouer en Pro B. Des gamins que j'ai entraînés, que j'ai eu au Pôle Espoir, des gars comme Salem Mana, Félix Michel, des très bons joueurs, et du coup, qui me connaissaient bien, donc qui avaient envie un peu de dire, tu vas voir, on va te battre, quoi. Donc voilà, on en prend 25 au match aller, tu dis, ça va être compliqué. On a notre meilleur joueur, Antoine Chamu, qui s'est blessé la semaine d'avant. Enfin, tout un scénario qui fait que voilà, et on finit par gagner au Cotonnier sur un match dingue avec une salle pleine à craquer. Donc un super souvenir. Et donc, comme tu dis, donc, peut-être dans les palmarès, déjà ces deux montées-là qui sont jamais très simples de finir premier sur toute une saison, d'être régulier et monter. Ouais. Ah, c'est sûr. Après, palmarès, je sais pas, des expériences sympas. J'ai eu la chance d'être assistant aussi sur une équipe de France, filles moins de 21 ans. Ok. Donc là, c'était Pascal Pisan à l'époque qui était coach, avec qui j'avais bossé ici en Normandie et qui était après devenu entraîneur à l'INSEP à Paris, qui m'a proposé de faire une campagne. Donc on a fait un championnat du monde en Croatie. Et à l'époque, les U21, la chance que j'ai aussi, c'est des belles rencontres, c'est que c'est les joueuses qui ont après été en équipe de France. C'est Emeline Ndongue, c'est Céline Dumerc, qu'on appelait Caps, Émilie Gomis qui est d'Evreux, qui est du coin, des bonnes joueuses comme ça, qui ont été après des très bonnes joueuses en équipe A, tu vois. Donc ça, c'est une superbe expérience. Je sais pas si on peut parler de palmarès, mais en tout cas, on finit 3e, j'ai la médaille et une prime de la fédération. C'est fort. Un peu d'argent, donc voilà, des petits trucs sympas comme ça. Puis coacher dans les palmarès, entre guillemets,
Tony, avec les camps, il aimait bien le jeu, donc il organisait des matchs amicaux pour faire plaisir aux gamins aussi. Donc j'ai eu la chance, grâce à Tony, de coacher des joueurs NBA, Boris Dio, les noms m'échappent, mais enfin voilà, des joueurs, comment il s'appelle, le meneur de jeu, ou de jouer avec eux, parce que des fois il me faisait jouer dans l'équipe, des fois c'était plus en tant que coach, mais donc voilà, je sais pas si on peut parler de palmarès, mais en tout cas des bonnes expériences en tout cas. C'est ça, des moments très sympas. Ah, c'est top ça. Depuis un an, tu as mis ta carrière de coach en pause ou en arrêt? Cette question revient souvent, bizarrement. Et j'ai pas la réponse, je pense. Okay. Pour l'instant, le vrai terme, c'est pause, en effet. Parce que l'avantage, joueur, tu peux à un moment ou à un autre, tu as les qualités physiques qui te rattrapent, et je pense que si tu arrêtes un certain moment de jouer, tu peux regretter plus tard en disant putain, mais pourquoi j'ai arrêté? À l'époque, je pouvais encore jouer, et maintenant que j'aimerais jouer, je peux plus parce que malheureusement, je suis cassé de partout. D'ailleurs, un coach que j'ai eu qui s'appelle Frédéric Lefebvre, qui a entraîné très longtemps à Elbeuf, c'est lui qui m'a dit ça, et je sais pas pourquoi cette phrase, elle me reste dans la tête. Il m'a dit tant que tu peux jouer, continue à jouer. Et c'est vrai que ça m'a toujours motivé en me disant, c'est vrai que dans 10 ans, peut-être j'aurai la hanche de travers ou les genoux complètement flingués, qui fait que je pourrais plus jouer. Donc voilà. Et à l'inverse, coach, je pense que tu peux faire ça des années, t'as pas le physique qui te limite. Donc c'est pour ça que pour l'instant, je vais plutôt dire qu'on emploiera le terme pause. Parce que voilà, peut-être qu'un jour, la piqûre, la passion fait que je reviendrai. Et d'ailleurs, j'ai la chance de connaître beaucoup de coachs qui coachent à différents niveaux, qui me disent tous, tu verras, tu reviendras, c'est sûr. C'est impossible que tu arrêtes complètement. Il n'y en a que très peu qui m'ont dit que ouais, peut-être tu reviendras pas, donc je sais pas. Pour l'instant, on va dire pause, mais l'avenir nous le dira. Ok. Et pourquoi cette pause? Ouais, c'est pas simple. Pourquoi cette pause? Parce que c'est quand même beaucoup de stress. Le stress, à la limite, c'est moi qui me suis mis, parce que j'ai eu la chance aussi, je suis jamais parti sur les très très hauts niveaux en tant que coach. Des fois, j'ai des potes qui coachent en Pro A ou Pro B, et quand je les ai au téléphone, je me dis qu'en fait, ils ont les mêmes problèmes que moi en National 2, ou voire même pire, parce que des fois, ils sont jugés par des gens qui n'ont pas forcément les compétences pour les juger, des partenaires, des sponsors qui disent bon allez, c'est bon, lui, on va changer de coach parce que là, ça gagne pas. Alors que c'est des gens, des fois, qui n'ont même jamais joué au basket ou jamais baigné dans le basket. Donc, moi, j'ai eu cette chance, au moins, en restant sur des niveaux comme ça intermédiaires, d'avoir une confiance des dirigeants. Donc, la chance de ne pas avoir de pression, mais la pression, tu te la mets indirectement. C'est ça, c'est que j'ai toujours voulu, même à l'époque, tu vois, on n'en a pas parlé, mais c'est dans les motivations aussi qui m'ont poussé à réussir, que ce soit dans le son, dans la musique ou dans le basket. À l'époque, il y a des gens qui m'appelaient DJ Respect. Même les gars qui toastaient avec moi, qui étaient au micro et tout ça. Ça a été marrant. J'ai toujours voulu avoir du respect, entre guillemets, par rapport à ça. Et le respect, il s'acquiert, je trouve, avec la compétence. Et plus tu montres que tu es bon, plus tu es respecté, entre guillemets. Et donc là, c'est un peu ça aussi, tu vois. Je le disais que j'avais refusé les filles du SPO. À l'époque, c'est parce que je m'étais dit, si jamais j'ai des mauvais résultats, on dirait, lui, c'est bon, c'est pas un entraîneur. Donc c'est ce qui a fait cette pause, je pense, c'est qu'à un certain moment, la pression, même si les dirigeants te la mettent pas, toi, tu te la mets parce que tu as envie de gagner, toujours gagner. Et tu sais que c'est un moment ou un autre, tu finis par perdre ou tu redescendre. On dira, en fait, il est peut-être pas si bon que ça en tant que coach. Il y a peut-être des gens qui sont meilleurs que lui. Donc, c'est cette motivation à toujours avoir le respect des autres en disant, c'est bien ce qui fait que voilà, tu te mets une pression tout le temps en permanence. Et voilà, donc j'ai eu besoin de souffler par rapport à ça. Ok, non mais c'est une très bonne raison, hein. C'est une très bonne raison, parce qu'aussi mentalement ça impacte, ça impacte vachement et tout, donc... 7 sur 7, 24 sur 24, c'est ça qui est... Il y a le côté sympa, mais il y a le côté qui fait que ça te quitte pas quand tu es vraiment passionné et que tu as envie que ça réussisse. Le match il se termine le samedi, c'est pas fini, quoi. Ça veut dire que le dimanche, même quand tu t'endors, tu dis putain, mais celui-là on l'a perdu, pourquoi on l'a gagné? Mais la semaine prochaine, si on perd celui-là, tout va être remis en question. Donc mardi, qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse à l'entraînement? Ou lui, qu'est-ce qu'il va falloir que je lui dise pour qu'il comprenne que là ça va pas, voilà, comment je vais pouvoir faire qu'il soit meilleur, le joueur. Donc en fait ça te quitte pas, et tous les jours tu penses à ton équipe, quoi. Donc aussi des fois c'est vrai que baisser la pression c'est pas plus mal non plus, hein. Donc faut savoir le faire. C'est intelligent aussi de savoir le faire, parce que plutôt que ça soit ton corps qui te dit stop, ou que des fois il y a des burn-out, il y a un peu tout ça qui maintenant on en parle beaucoup. Avant on en parlait beaucoup moins, mais ça peut arriver à n'importe qui. Et surtout pression H24 comme ça. J'aime pas trop le mot, mais je pense que tu as raison, et je sais pas comment on l'évalue, ce burn-out
Voilà, mais je pense qu'il y a peut-être 4 ans, peut-être juste avant le Covid ou 5 ans, il y a eu un moment où je sentais, tu vois, c'est des choses que j'ai pas forcément dit aux joueurs, mais il y a des moments où je me dis, mais là, j'ai pas fait le bon choix. Là. Je pense qu'il y a eu une période où j'y étais en burn-out, parce que là, on a parlé des différents métiers, donc STAPS, du pôle espoir, où donc j'étais en contrat avec la Ligue de Haute-Normandie, mais Gravenchon, et à un moment, j'ai fait les 3. Et dès que les 3 étaient terminés, entre guillemets, au mois de juin, eh ben, je renchaînais sur les typiquants pendant. Mais il fallait les préparer, plus y être présent pendant 3 semaines. Où là, c'est des moments où tu dors pas beaucoup parce que bah voilà, tu as tout à organiser la journée du lendemain et tout ça. Donc, je pense qu'inconsciemment, ça n'a pas duré longtemps, mais j'ai dû y être sur une petite période comme ça en burn-out. Et c'est aussi pour ça que d'abord, je me suis dit, bon, la santé, elle est importante. Donc, c'est pour ça que ça m'a encouragé à arrêter un des 3 métiers, entre guillemets, parce que j'avais 3 métiers en même temps, en simultané. Donc, j'ai arrêté d'avoir la Ligue. Et Gravenchon, là, c'était pour ça, en me disant, mais malgré tout, ça fait encore peut-être beaucoup avec les trajets, l'organisation, la gestion des joueurs pros et tout ça. Donc, il faut faire attention de ne pas basculer là-dedans. Ouais. Non, mais t'as raison. Ménager. Ouais, il faut se ménager. Et puis tout à l'heure, tu disais Mister Respect. Mais toi aussi, il faut te respecter, tu vois. Donc, respecter ton corps, respecter ton cerveau. Donc, c'est ce que tu fais. C'est très bien. Ouais, merci. C'est très bien, c'est très bien. Et là, on approche de la fin du podcast. Est-ce que tu penses que tu as des choses un peu à rajouter? Est-ce qu'il y a des sujets, des choses qu'on n'a pas abordées, que tu aimerais aborder? Moi, j'avais peut-être encore une autre question. Bon, revenir un peu sur au niveau de Gravenchon. Mais à l'époque, comment tu faisais? Par exemple, tu disais que pour aller en National 2, vous avez pris des étrangers. Comment tu fais pour justement aller choisir des joueurs? Au départ, je m'étais dit, j'ai la chance de connaître beaucoup de joueurs et beaucoup de coachs, si bien que j'aurais peut-être pas besoin de travailler avec des agents et juste avec les connexions en disant, bah tiens, tu connais pas un gars qui ferait 2 mètres, qui pourrait jouer en National 2. Je me suis dit que ça allait fonctionner comme ça. Et en fait, très vite, je me suis aperçu que non, c'était trop compliqué quand tu avais vraiment besoin d'un joueur très spécifique, comme je viens de le dire, décrit, entre guillemets, un joueur très athlétique, très grand, etc. etc. Donc il a fallu malheureusement je sais pas si on peut dire malheureusement, mais avoir recours aux agents. Et après, les agents, c'est facile. Par contre, t'en as beaucoup. Il suffit juste de leur envoyer un message et leur dire voilà le type de joueur que je recherche. Ils te demandent le profil. Et une fois que tu leur sors le profil, eux, ils trient parmi la liste de joueurs qu'ils ont. Ils ont dit bah tiens, il y a tel joueur qui correspond à ce que tu demandes. Donc là, après, le travail, c'est de regarder les vidéos. Donc d'abord pour essayer de balayer vite un maximum de joueurs, ce qu'on appelle des highlights, des petites vidéos courtes de joueurs. Et après, tu t'aperçois que ça suffit pas parce que bien évidemment, ils vont se mettre en valeur avec ces petites vidéos. Donc après, il faut que tu ailles récupérer des matchs complets. Soit tu les demandes aux agents, mais très souvent, ils te donnent le meilleur match qu'il a fait, le match de sa vie. Donc ça, c'est pareil, ça fausse un peu le vrai niveau du joueur. Donc toi-même, après, tu vas sur Internet. Maintenant, c'est tellement facile que tu arrives à récupérer des vidéos. Il a joué en université aux États-Unis qui sont pas données par l'agent. Et là, tu vois des comportements, des fois, le joueur en dehors du terrain, quand il sort, comment il se comporte, etc. Puis après, j'ai essayé très souvent de passer des coups de téléphone de joueurs qui auraient pu jouer dans cette université-là ou de quelqu'un qui connaîtrait quelqu'un qui va te faire dire, parce que l'état d'esprit, ça a toujours été une des priorités à Gravenchon, et donc d'essayer de savoir si c'était un bon gars ou voilà. Donc pendant très longtemps, on a eu des bonnes pioches, on a eu de la chance. Notamment le premier ricain qu'on a eu, américain, c'était Javier Carter, qui son papa avait été international au Panama, qui lui après a fait une carrière de dingue. Il a joué au Japon, en Chine, partout, et il est international aussi panaméen. Il a joué contre les USA et tout ça. Donc on a eu des gars comme ça, et ça c'était une chance au départ. Et après tu t'aperçois que c'est malgré tout compliqué. On a eu des bugs, notamment des joueurs qui sont venus, qui ont fait 2 mois et on pensait qu'ils étaient bien et qui en fait dans l'état d'esprit ne correspondaient pas du tout à ce qu'on attendait. Le fait aussi que au début, on voulait être honnête, transparent. On leur disait, bah, tu sais, par contre, tu vas jouer avec des mecs qui ont un boulot. On va s'entraîner que 2 fois. Et puis, bon, il y a 3/4 d'heure de route parce que tu vas habiter à Rouen et tu vas jouer avec des gars qui sont amateurs. Donc, il y a des joueurs qui disaient quoi? Qu'est-ce que tu me racontes? Non, bah, nous, on vient pas, ça nous intéresse pas. Donc, après, on a fini par le cacher à ces joueurs-là, de pas leur dire. Et ils découvraient en arrivant ici, quoi, une fois que le contrat. Donc, il y en a avec qui ça l'a fait. Il y en a qui se sont dit, mais attends, mais c'est quoi les joueurs avec qui on joue là? Je peux pas jouer au basket, moi. Donc, ça a été des fois des échecs, entre guillemets, des joueurs qui sont repartis. Il a fallu qu'on change. Donc voilà un petit peu comment ça a fonctionné le recrutement des 2 joueurs étrangers qui ont changé la donne. D'accord. Ouais, c'est complètement différent de la National 3 où tu n'as que des joueurs généralement du coin. Ouais. Ou des joueurs... parce que toi, quand tu es arrivé, les joueurs étaient déjà en place. Ou c'est toi qui les as amenés? Le premier joueur que j'ai signé, c'est William Diome, qui avait 2 ans de basket à l'époque,
que j'avais rencontré à l'SPTT Rouen et que j'ai amené dans ma valise. C'est le premier joueur que j'ai signé. Donc c'est marrant, un peu de basket, répertorié défenseur, mais ouais. Par contre, le reste de l'équipe, elle était déjà en place. Ouais. J'avais signé un ancien, Yvan Le Goff aussi, qui arrivait de Biorel, qui avait l'expérience un peu de National 2, National 3, mais qui avait 40 ans à l'époque. Mais après, au fur et à mesure, ça a changé. Mais oui, c'est vrai que j'ai eu cette chance, c'est qu'on m'a toujours laissé choisir les joueurs et j'ai toujours préféré des joueurs de la région à d'autres joueurs. Des fois, j'ai des gars qui m'envoyaient des CV de Paris ou choses comme ça. Je leur dis, bon, tu sais, ça va être compliqué, trouver un appartement, tout ça. Mais on dit, ah, mais t'inquiète pas, on trouve l'appartement, on va trouver le boulot et tout ça. Mais pourquoi faire dans la région? On a vraiment des bons joueurs, donc autant faire avec les joueurs de la région. Donc, puis ça crée des liens parce que si tu prends un joueur, il connaît forcément un des joueurs qui est déjà dans l'équipe et du coup, ça nous rend plus forts. Ouais, t'as bien géré à Gravenchon. Hein. Ok. Après, dans les choses à rajouter, je pense que un truc que j'ai toujours aimé, je pense, et qui a fait la force, c'est ce que j'appelle la double culture, la culture de la rue, tu vois, de vivre dans la rue, sur les playgrounds. Là, tu vois, on est à HDR, je disais avec Captain Correa, tout ça, on a déjà fait un concert ici. Donc, de voir cette culture un peu, je pense qu'il y a cette culture d'apprécier les autres, de prendre le temps. Et voilà. Et après, la culture scolaire un peu aussi, de bosser et tout. Je pense que c'est les deux qu'on fait que quand tu as cette chance d'avoir les deux, ça t'ouvre énormément de portes, quoi. Ça veut dire que tu comprends un peu tous les horizons, des gens qui charbonnent, des gens qui passent des heures à des heures sans compter parce que voilà, ils adorent ça, d'être au contact des autres. Et puis, les diplômes, la scolarité et tout ça, je pense que c'est cette double culture, j'appelle ça double culture. Et souvent, quand je rencontre des jeunes qui sont là-dedans, tu sens qu'ils ont quelque chose en plus, quoi. Ouais. Qui fait qu'ils vont réussir. Ouais, parce qu'ils ont cette ouverture d'esprit. Et puis, pareil, tu grandis pas forcément dans un environnement plein de paillettes et tout ça. Donc, ça te donne encore plus de motivation pour travailler 2 fois plus et s'en sortir aussi. C'est ça, puis ils ont cette capacité à parler à tout le monde. Oui, aussi. Ça ouais. veut dire à parler très bien à un jeune. S'ils ont un peu aussi bossé à l'école et tout ça, ils ont cette capacité à parler avec un chef d'entreprise, des trucs comme ça. Et cette double culture fait qu'ils partent avec un temps d'avance sur tout le monde. Ouais. C'est bien, c'est bien. Admettons si tu as un jeune, là, par exemple, qui dit je voudrais devenir coach, est-ce que tu aurais des petits conseils à me donner? Le conseil, c'est passer du temps, aimer ce que tu fais. On en avait parlé, je me rappelle en off, mais tu vois, des fois, sur le playground à côté de chez moi, je passais des fois jusqu'à 3h du mat à me dire, tant que j'ai pas réussi à marquer 10 lancers francs de suite, je pars pas du playground. Alors des fois, ça pouvait être à 1h du matin, des fois, ça pouvait être à 3h que je réussissais ça. Enfin, c'était même plus compliqué que ça. En fait, c'était le lancer franc, rattraper le rebond avant que la balle tombe par terre et remarquer. Et donc, ça faisait 20 au total sans rater un seul. Donc, je pense que c'est ça, le conseil, parce que je vois des fois en discutant maintenant avec des jeunes, tout de suite ils veulent avoir, mais qu'est-ce que je vais avoir en échange si jamais tu veux que je fasse ça, ou ils veulent tout de suite avoir une récompense immédiate. Alors que moi je m'aperçois que j'avais pas besoin de récompense, ma récompense c'était de passer du temps sur le terrain, avec les autres, dans la musique, à écouter de la musique, à mon scratch, à essayer de faire en sorte qu'il soit parfait, qu'il sonne bien et tout ça. Donc c'est de pas attendre de choses en retour, en fait c'est de le faire juste en kiffant ce que tu fais. Et si tu kiffes ce que tu fais, tu passes facilement des heures et des heures et des heures, et les heures que tu vas y passer fait qu'à un certain moment tu vas devenir compétent. Et si tu es compétent, à un moment ou à un autre tu as des portes qui vont s'ouvrir parce que les gens vont avoir besoin de toi quoi qu'il arrive. Ok, donc on peut dire la passion, le plaisir, plaisir que ça t'amène, et à un moment donné ça paye. Exactement, sans t'en apercevoir, les portes elles s'ouvrent parce que tu es tellement passionné et à fond dedans que c'est une évidence pour les recruteurs d'avoir besoin de toi, quoi. Ils disent, le gars en fait il baigne là-dedans, quoi. C'est toute sa vie, donc voilà, mais tu te mets dedans sans t'en apercevoir juste parce que tu kiffes ça, et puis tu passes des heures juste à vouloir devenir bon, et voilà, quoi. Ok, bon, on arrive sur la fin du podcast. C'était avec plaisir, hein, c'était... Bonne expérience. Merci d'avoir répondu présent sur l'enregistrement du podcast Ayam. Avec plaisir. Et puis, écoute, on te souhaite une bonne santé et puis toute la réussite pour tes projets futurs. Et qui sait, peut-être qu'on te recevra dans un autre podcast pour tes prochaines aventures. Merci à toi pour l'invitation. En tout cas, c'était un très grand plaisir. Écoutez, je vous remercie d'avoir écouté, passé le temps sur le podcast Ayam avec Bruno, notre entraîneur. Et écoutez, restez en forme et gardez la santé. Ciao, ciao.